11 ans, les amis. 11 ans. Et même si peut-être on a oublié de fêter le 10e, en tout cas, vous avez le 11e. 11e anniversaire du podcast SO avec l'inévitable, l'unique, le professeur SO, Monsieur Sylvain Pernet. Salut Bonjour. Laurent et bonjour à tout le monde. 11 ans. Eh oui, on était 11 plus ans de jeunes, hein. podcast. Ah ouais, tu vas enfoncer des portes ouvertes ou quoi? Et c'est ça exactement. On était. Ouais, ben 11 ans, 11 ans. Ouais, 11 ans. Quand tu commences à parler de décennies, c'est vrai que là, c'est plus. Mais on y viendra justement sur cette idée de l'expérience et avec tout ce recul, on ne peut que vous que regarder en arrière, hein, de toute façon. Même si certains pensent prévoir les prédictions. J'aime bien les prédictions sur le réchauffement climatique, ces trucs comme ça, là, tu vois. Et statistiquement, tu sais que plus tu t'éloignes. Bon, bref, ne digressons pas dès le départ. Voilà. On va partir, on va parler. Il y a des sujets super trendy, chat GPT, spam brain, tatati, le référencement, est-ce que c'est mort, c'est pas mort. Bon, on démarre avec, parce qu'il y en a des nouveautés, il y en a des news dans la tribu Perronnet. Tous les ans. Et fais-nous un petit update donc déjà, il y a les deux liens sous toi, Babar et Your Text Guru. On va commencer par ça. Mm. Bah écoute, les updates, que dire? Cette année, ça a été une année exceptionnelle hors du commun, comme toutes les années depuis le confinement, à vrai dire, mais pour tout le monde. Mais cette année, ça a été une année pivot pour nous, puisque on a fait la levée de fonds sur Babar il y a plus d'un an maintenant, presque un an et demi, et on a eu beaucoup de mise en place, etc. Et cette année, c'est vraiment l'année où on a commencé à dérouler un plan sur nos outils, Babar et Urtex Guru. On est passé de 0 personne salariée, on est 13 maintenant. Et Babar, c'est une boîte qui a fait fois 2,5 sur son chiffre d'affaires entre l'année précédente et maintenant. Donc ça marche bien. On a maintenant une bonne base client. Je pense que les gens sont plutôt contents de nos produits, même si on essaie de s'améliorer tout le Mm. temps. Et moi, je suis assez content parce que c'est une boîte qui, on a fait une levée de fonds. Les levées de fonds, ça crée toujours des déséquilibres, etc. Aujourd'hui, Babar, c'est une boîte qui paye tout le monde, qui n'a pas de soucis. Voilà, on n'a pas trop d'inquiétude pour le futur. On est parmi les startups qui envisagent le futur assez sereinement. On a beaucoup de choses qu'on prévoit de faire. Une nouvelle version des outils, des nouvelles fonctionnalités, certaines liées aux images. Bon, il y aura de l'IA, mais Bon, attends, j'imagine donne-moi une qu'on... exclue quand même. Qu'est-ce qu'il y a comme exclu que tu m'annonces là? Il n'y a pas d'exclus, mais on va avoir tout un tas de fonctionnalités autour de... autour de quoi? Faut que je fasse gaffe à ce que je vais dire, sinon je vais me faire Non, engueuler alors encore. je vais te rephraser. Dans, dans, dans ce que tu fais, il y a effectivement la levée de fonds, c'est une chose, mais après, du point de vue des algorithmes, du point de vue traitement, etc., il y a des paliers. Tout Et à fait. et il y a une certaine, qu'on va appeler maturité. Oui. D'accord. Donc, où on en est de cette maturité? Ah, ça, voilà, ça c'est une question plus facile, effectivement. Alors, on avance sur tous les fronts parce que maintenant on est une belle équipe, hein, on est 13 et on est 9 à profil tech, Mhm. donc ça avance assez vite. On va travailler sur plusieurs choses. On travaille toujours sur l'amélioration continue de notre index. Et aujourd'hui, Babar, j'avais regardé ce matin, mais c'est presque 1900 milliards de pages dans l'index. Ouais. Une partie, voilà, on a trois types de pages, hein, dans l'index. On a celles qu'on connaît, qu'on n'a pas explorées, on a celles qu'on connaît, qu'on explore, mais on n'en fait rien. Puis il y a celles qu'on travaille un petit peu comme le moteur de recherche à son index primaire, secondaire. On a les mêmes types de Mhm. notions. Mais grosso modo, on a 1900 milliards de pages. Et on travaille beaucoup, on a un gros axe sur l'anti-spam, en fait, un peu comme les moteurs, hein, pour présenter des choses plus correctes aux gens et avec une volonté de montrer les trucs plus qualitatifs et donc des fois de ne pas tout montrer de ce point de vue-là. On a beaucoup de travail côté NLP, donc plutôt sur Urtex Guru, mais peut-être l'exclusivité, c'est ça, c'est que probablement dans l'année, Urtex Guru et Babar vont se rejoindre au sein d'un seul produit pour remplir absolument toutes les verticales qu'on peut envisager dans le SEO et plus globalement d'ailleurs le web marketing, pas que le SEO forcément. Donc beaucoup de travail sur le NLP, des trucs d'IA, mais je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard, d'IA plus globalement, mais voilà, Et, chacun a sa et de content vision. marketing aussi, on en parlera. Voilà, et Ouais. donc ça, on en parlera après, mais voilà, tout un tas de trucs autour des contenus, le texte en termes de rédaction, en termes de qualité, en termes d'optimisation, enfin voilà, on essaye de faire un petit peu toutes les, enfin,
résoudre tous les problèmes qui peuvent se poser quand on fait du contenu. Et même les images, hein, ça fait partie du contenu maintenant comme le reste, puisqu'on arrive vers des moteurs qui sont multimodaux, donc qui contiennent des médias, images, sons, éventuellement vidéo et texte. Donc il faut qu'on nous aussi on avance vers ça, hein. Les outils vont devoir le faire, donc on commence à s'intéresser beaucoup aux images. Je pense que c'est un secret pour personne, hein. Ceux qui me suivent sur Twitter ont vu beaucoup d'images où j'ai généré des avatars de moi-même, des belles images, etc. C'est un sujet sur lequel on travaille très lourdement en termes d'industrialisation depuis plusieurs mois, donc on sortira aussi des nouveautés par rapport à ça. Et puis, sur les autres choses sur lesquelles on bosse, oui, des nouvelles fonctionnalités pour analyser la concurrence, pour trouver les opportunités. Voilà, on essaye d'avancer vers un outil un peu comme notre compétiteur SEMrush, qui a beaucoup de fonctionnalités qui brassent beaucoup plus large, plus loin que le SEO. Voilà, on avance vers ça aussi, hein. De toute façon, comme un peu tout le monde, il y a des fonctionnalités qui sont évidentes, que tout le monde doit avoir, que tous les outils doivent faire, puis on essaye aussi de trouver des fonctionnalités différenciantes qui, on l'espère d'ailleurs, seront reprises par nos confrères, hein, parce que en fait, plus il y a d'usage, mieux c'est. Donc voilà, on avance sur tout ça. Alors, My Two Cents, c'est un petit peu. Je vais faire une analogie avec, par exemple, les outils de veille sur des sujets ou des mots-clés. Et il y en a des anciens, il y en a des nouveaux. Et quand tu utilises un nouveau, tout de suite, ben, il y a de la nouvelle data, il y a des choses. Et qui peut aller chercher d'anciens trucs, mais qui vont être complètement différents. Donc, euh, je vais prendre plutôt la comparaison avec Majestic. Oui. Et le fameux Historic Index et Fresh Index. Mm. Où, à mon humble avis, Babar, et que ce soit Majestic ou les autres d'ailleurs, et surtout quand tu cites des outils qui remontent au début des années 2000 comme SEMrush ou enfin les autres, quoi, Href, SEMrush, Majestic, mais peut-être que sur l'historique, l'index historique, ils sont meilleurs, mais par contre sur l'index, le Fresh Index, ben, je préconise Babar. Très bonne idée. Ben, oui, parce que en fait, c'est déjà il y a vraiment un vrai problème de comment appeler de pollution du web, quoi. Enfin, Mm. je dis que le web est à plus de 90% de la merde. Est-ce que c'est à peu près dans les clous? Alors, la stat officielle, c'est 20% du spam, mais vraiment le truc qui mérite vraiment même pas d'être en ligne. Après, il y a 60% basse qualité et le reste, c'est de la haute qualité. Donc, c'est 80% qui est pas fou. Voilà. Bon, Pareto, voilà, on Voilà. retombe sur. Toujours. Ah bah, c'est toujours Ouais. pareil. Oui. Il n'y a pas de surprise. Ouais. Ok, je vais baisser de 10%. Là, je vais être plus optimiste. Donc, le truc est que c'est. Ben, ça, c'est un vrai problème, quoi. Donc, Mm. ces outils qui. Google y compris, qui ne faisait qu'emmagasiner, emmagasiner, emmagasiner depuis plusieurs décennies, ça fait des bases qui sont quand même. Bref, Ouais. Mais en fait, il y a un truc, représentatives de par l'état du exemple. web. C'est amusant de voir donc là, c'est beaucoup le travail, hein, qui est dû à Guillaume Pitel, hein, qui est notre CTO, qui est le DG de la boîte, qui est associé, un ami, etc. Mais sur le crawl qu'on fait dans Babar, en fait, nous, on calcule les métriques en même temps qu'on crawl. Et en fait, on se sert aussi des métriques pour prioriser le crawl au fur et à mesure qu'on les calcule. Et c'est intéressant parce que comme nous, on a des métriques, justement, un peu nouvelles, on fait du PageRank thématique, on appelle ça de la semantic value, mais c'est du PageRank thématique. On a une métrique qui s'appelle le Babar Authority Score, c'est les noms commerciaux, mais en fait, c'est l'anti-spam qu'on présente un peu dans la masterclass, les séquences qui font peur aux gens que tu as vues à l'époque. Voilà, on a un truc qui calcule en temps réel ça en même temps qu'on crawl. En grosso modo, ça donne des métriques qui sont nouvelles qui permettent de prioriser différemment le crawl. Et alors, c'est assez amusant d'ailleurs, parce qu'on a souvent des retours. Voilà, Babar a plusieurs types d'utilisateurs. Autant Your Text Guru, les utilisateurs, quels que soient les petits rédacteurs, les très grosses structures, tout le monde a le même besoin en termes de contenu. Mais sur le linking et tout, c'est différent. Le petit éditeur qui vend du lien n'a pas le même besoin que l'annonceur énorme qui fait du lien. Et souvent, on a des petits éditeurs qui vont dire: Ah, moi, je comprends pas, il y a des trucs que je vois pas dans Babar. En fait, quelque part, c'est normal. C'est malheureux de le dire, mais c'est normal parce qu'en fait, comme on a des priorisations qui vont mettre de côté des trucs qui sont moins glorieux, on va dire, et qu'on sait très bien, nous aussi, on vend du lien, hein, que c'est des trucs qui sont moins glorieux que d'autres, en fait, on les voit moins vite dans notre index. Et c'est amusant parce que c'est des trucs qui apparaissent dans d'autres outils ou qui apparaissent dans le moteur parce que c'est historique, en fait. Moi, ça me fait marrer de voir que certains de mes propres sites ne sont pas dans Babar, par exemple. Ouais, bah après, c'est toi le matheux, mais même moi, qui sais compter que de 10 en 10, j'ai un peu compris que, surtout si tu commences à extrapoler, etc., ça, enfin, d'avoir tout, la data n'est pas forcément rendre service pour Mm. la vaste majorité des interprétations. Mm.
Je prends comme exemple la Search Console de Google, qui n'est ni bien pour les pros, ni bien pour les amateurs. C'est un peu entre deux. Mais par contre, la data qu'elle donne, ça va, elle est suffisante. L'analyse de log pour les nerds SEO, c'est très bien. Mais sur un, enfin, l'échantillonnage qu'ils font est tout à fait satisfaisant pour ma vaste majorité des analyses, quoi. Enfin, tu l'expliquerais mieux en termes Ouais, scientifiques, non, non, mais mais c'est tout à fait ça. En fait, c'est le problème de la prise de décision. C'est plus tu as de data, plus il est difficile des fois de réussir à prendre une bonne décision parce que tu n'as pas les bons mm, critères tout simplement pour prendre la décision. Tu es noyé dans le truc, hein. ouais. Mais c'est pareil quand on fait un audit SEO, quand on fait un audit, on a souvent tendance à vouloir crawler l'intégralité des sites. On se rend vite compte que si on crawl qu'une sous-partie un petit peu aléatoirement, en vérité, on peut prendre les mêmes décisions et voir les mêmes phénomènes, hein. Un Et CMS, voilà. ça fait 3 pages, hein. Non, mais D'accord. c'est vrai que voilà, et d'ailleurs, quand on analysait à la main de manière plus besogneuse il y a longtemps, on regardait chaque template de page, on Mm, en prenait ouais, quelques-unes, et puis on voyait bien sûr. aussi un peu les mêmes choses. Ça prenait plus de temps, c'est tout. Ok, donc Babar, oui, on a assumé que les gens comprenaient que Babar c'était les backlinks et Your Text Guru c'était le contenu. Et donc, Oui, alors, donc aujourd'hui, il y a une séparation. Your Text Guru, c'est vraiment toute la gestion des contenus, analyse des contenus, analyse sémantique, comparaison à la SERP. Optimisation des contenus, maintenant écriture automatique avec SEO TXL. Nous, on parle plutôt de complémentation des contenus hein, que écriture automatique. Je pense que c'est le meilleur use case pour l'instant, en tout cas pour notre outil. Et puis des propositions de sujets, PA, etc., etc. Donc ça, c'est Your Text Guru. Et la mise en place d'outils pour assister, pour faire des cocons qu'on appelle cocons SEO dans Your Text Guru. Voilà. Et puis côté Babar, Babar c'est un outil c'est littéralement un moteur de recherche qui ne dit pas son nom d'une certaine manière, hein. On crawl le web comme fera un moteur, on calcule des métriques de popularité, on analyse les contenus pour faire de la classification. Voilà, ça permet d'assister pour le linking, ça permet de voir un petit peu toutes les problématiques techniques qu'il pourrait y avoir dans un crawl, etc. Enfin voilà, ça fait tout le reste des métiers du SEO. à propos de Your Text Guru et de la, comment t'as dit, rédaction assistée ou Assister, oui, complémentation de contenu. complémentation de contenu. Ouais. Moi, j'avais mis donc une pièce sur le fait que l'idée, très bien, d'avoir un outil anglais, GPT-3, qui utilise DeepL pour traduire en 25 langues. Je me disais, ok, ça marche, mais par contre, j'avais mis une pièce sur le nom de la boîte qui est trop compliqué pour moi à retenir, le TXT, je sais pas quoi là. TXL. Bref, trouvez-moi un nom que je puisse revenir, les amis. Parce que, et j'ai dit, ok, attendez, laissez-les travailler, laissez-leur la chance. Mais à mon avis, c'est comme pour le français, qui est une langue quand même vachement particulière, des mecs qui sont partis à la base du français, ça avait plus de sens, à mon humble avis. Où on en est avec eux? Alors nous, alors, c'est toujours pareil, on a eu le chat GPT dans les 2-3 dernières semaines. Alors, bien sûr, je n'ai pas le même discours maintenant qu'il y a 3 semaines. Grosso modo, on a des use cases qui tiennent bien la route sur vraiment rajouter des contenus à des contenus déjà existants. Ça marche super bien, ça. On écrit des... Voilà, moi, j'ai fait une vidéo sur le sujet, hein, je me fais un TikTok sur le sujet, c'est dire. On écrit 300 mots, on est rédacteur, on veut en rajouter 150, 200 parce qu'on vend des textes de 500 mots. On utilise l'outil à 2-3 endroits stratégiques et c'est vraiment très bien fait. Et globalement, en plus, même si on complète même des textes générés par une autre IA, ça va permettre un peu de noyer le poisson sur les fameux outils de détection d'IA qui pour l'instant n'existent pas vraiment. Bon, voilà, ça rassure en tout cas de ce point de vue-là. Dans le use case, faire depuis zéro des contenus, nous, on ne sait pas le faire pour l'instant dans Your Guru. C'est pour ça qu'on n'a pas, on n'a pas de truc où on clique sur un bouton, ça fait un contenu complet comme peuvent faire d'autres outils, hein. Il y a un outil d'un compétiteur qui est sorti un peu plus tard qu'hier, d'Anthony, hein, de SEO Quantum, hein, pour le nommer. Voilà, il y a Perroquet qui existe. Enfin, il y a plein d'outils qui sont basés là-dessus. Le Scribouillard. Je ne vais pas tous les citer, mais ils vont me pourrir si je les oublie. Mais je suis désolé, les amis. Mais Moi, c'est- allez sur FrenchTouchSEO.com. Il y a la famille Cocon Sémantique. Les autres, désolé, les non, Anthony, je sais pas quoi. ils font, il y en a Avec qui, tout le respect que je vous dois, j'en ai rien à foutre de ce que vous faites. mais ils font du très bon boulot. Moi, voilà. Mais J'en ai rien à faire. voilà, c'est un use case que nous, on ne fait pas parce qu'on ne sait pas encore bien faire. Certains d'entre eux utilisent de la data qui vient de chez nous, hein, donc eux font ce travail en plus. Et nous, on s'est plutôt pour l'instant positionné sur le broquet de la data. On verra plus tard ce qu'on fera si on veut rentrer là-dedans. La réalité, hein, c'est qu'aussi sur ce use case de génération complète de contenu, le marché n'est pas du tout le même. Et il est en fait plus petit.
contrairement à ce qu'on pourrait croire. En France, c'est beaucoup plus petit. Certains de ces acteurs-là ont annoncé les chiffres qu'ils faisaient, etc. Aujourd'hui, on peut vendre 10 000, 15 000, 20 000, 100 000 textes. Mais c'est pas ça ça n'a rien à voir avec faire des outils beaucoup plus grande dimension. En fait, c'est un marché de niche qui est principalement pour l'instant pour les éditeurs de sites web. Et donc, nous, on s'est pas encore lancé là-dedans. Je ne sais pas si on le fera pour le coup. Voilà. En termes de qualité, par contre, les modèles permettraient de le faire, hein. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que quand on parle de génération de contenu, on n'a pas un outil magique qui part de zéro et qui génère un contenu. On a un modèle de la langue qui est interrogé par des algorithmes spécifiques dédiés qui vont fabriquer les contenus. Et quand on parle par exemple de OpenAI, ils ont le modèle, et puis derrière, au-dessus, ils ont des trucs d'écriture, DaVinci, etc. Là, ils vont avoir des routines qui vont explorer le modèle et qui vont être capables de générer des contenus plus ou moins bien selon les moyens techniques qu'on met derrière. Et donc, ça compte aussi. Nous, on s'intéresse au modèle, un peu la génération, mais il y a des gens qui font des surcouches par-dessus conséquentes des fois. Alors, je voulais les faire patienter un peu avant d'attaquer Oui, le sujet. oui, Mais tant pis, on y est, donc on va y aller et on parlera de Spam Brain après. Ça fait mes premiers contenus automatisés étaient avec Yahoo Pipes pour mélanger des flux RSS. Un classique. Et ça marchait très très bien. Donc j'ai une petite expérience d'une vingtaine d'années dans la rédaction automatique de contenu. Et concernant OpenAI GPT-2, Google le bouffait très bien. Okay, donc du point de vue de Google, là, ChatGPT, c'est GPT 3.5 et le 4 arrive. Enfin oui, mais c'est comme ça que c'est brandé en tout cas. Ouais. Bon, bref, peu importe, mais en tout cas, l'idée que Google on lui file à bouffer des trucs innommables qui s'indexent et qui rankent depuis 20 ans. Il n'y a aucun problème. Maintenant, la grosse différence, c'est tiens, le truc qu'on met en front, c'est-à-dire visible, lisible par l'internaute et la bouillie qu'on cachait avant, c'est la même chose maintenant. C'est la même chose. Je dis, les gars, c'est pas parce que c'est automatisé. La merde que vous publiez depuis une dizaine d'années, d'accord, écrite à la main, mais de la bouillie infecte de toute façon, ce que j'appelle du Google Text, que ce soit fait par une machine ou un humain, ça reste du Google Text, absolument infect. Enfin, de point de vue de comment tu fais un texte remarquable, dans le sens de se faire remarquer. Non, c'est pas avec tes pages à 5 euros achetées offshore ou avec ton... Bref, faux débat. Par contre, il y a vraiment... Ça me rappelait, tu te rappelles de Eugene Woodward, le chatbot Ça me rappelle un peu le même effet, la même frenzy que quand il était sorti. Tout le monde était sur le cul, mais c'est pas possible. En plus, il lui avait donné un nom et tout. Et c'était un des... Bon, il y en avait plein de chatbots, mais celui-là, je me rappelle que ça avait fait à peu près le même buzz que je vois aujourd'hui avec ChatGPT, quoi. Mais c'est marrant le buzz sur ChatGPT, parce que moi, tu vois, sur Twitter, par exemple, je suis sur 2 communautés en parallèle. Donc, il y a les SEO, et puis il y a mes anciens collègues du milieu académique. Et tout le monde est tombé dans l'effet de mode du truc, hein. Tout le monde l'a essayé, c'est pour ça qu'il y a plus d'1 million d'utilisateurs. Tout le monde a créé un compte. 5 jours. 5 jours, 1 Ouais, million. ah oui, c'est exceptionnel, hein, ça, là-dessus. Ils ont battu tous les records Et tout le monde est d'accord pour dire les phrases, elles sont plutôt en bon anglais, etc. Elles sont bien tournées, grammaticalement, ça passe. Mais c'est amusant, la perception de la qualité des contenus. Dans les SEO, je ne vois que des gens qui disent c'est fantastique, j'écrirais pas mieux, etc. Et dans le milieu académique, je ne vois que des gens qui disent ouais, c'est bien écrit, mais ça raconte vraiment n'importe quoi. Même les mecs de ChatGPT disent les gars, vous enflammez pas, d'accord? C'est que le début. Et puis, c'est vraiment pas ce que. On comprend que vous ayez. Mais quand tu connais la mécanique, etc., derrière, enfin, ce n'est qu'un chatbot. Après, c'est aussi révélateur de quelque chose. La plupart des textes qu'on écrit pour le web ne nécessitent pas beaucoup d'infos, etc. Quand on écrit un texte sur, je sais pas moi. Qu'est-ce que je vais pouvoir trouver comme sujet un peu débile? Je sais pas, sur les trampolines ou les barbecues, etc. Je veux dire, il n'y a pas besoin. Tu vois, le truc écrit bien, c'est à peu près correct. Moi, je vais demander des textes sur un sujet sur lequel on a beaucoup travaillé au X-Lab, c'est le paralégal, la constitution d'entreprise, etc. Donc, ChatGPT raconte pas mal de conneries quand même, hein. Et donc, ça trompe personne. Dès qu'on connaît le sujet, on voit que c'est pas correct. Tous les textes, il y a des fautes. Mais c'est pas des grosses fautes. Qui a filé la Bible à Midjourney.
text to Ouais. image. Et non, c'était assez improbable. Il y a Mary Haynes qui, je viens de le retweeter juste avant qu'on. C'était ChatGPT a confondu Dune et Guide to the Galaxy de Ouais. Hitchhiker. Ouais, bah c'est voilà. Mais par contre, c'est bien écrit. Et en fait, d'ailleurs, je crois que c'est Sal Altman, le patron de OpenAI, qui le disait. Il dit le problème, c'est qu'ils ont créé un outil qui dit avec aplomb des choses qui sont fausses. Voilà. Et donc, alors, je pourrais faire des blagues, ça ressemble fort à certains corps de métier où on te raconte n'importe quoi avec aplomb, mais bon, je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais voilà, c'est un peu l'idée quand même. Ma fille me rappelle, elle s'amusait avec une application et c'est un truc qui est vieux comme la nuit des temps. Tu sais, tu penses à par exemple un caractère de Marvel et l'appli te pose des Ah, c'est questions. 20 questions. Voilà, Ouais. ça a combien de dizaines? Enfin, en français, ça s'appelle c'est un génie, etc. Je Ouais, sais plus le voilà, mais c'est nom. vieux comme. Enfin, Ouais. Ouais, et qui est pays très, devine. très impressionnant. Et la boîte qui fait ça a gagné des sommes colossales. C'est un mec tout seul, hein, je crois, où ils sont deux, avec cet algo en plus. Et ça paraît Ouais. divinatoire. Ah, bien sûr. Ouais. C'est une bonne application des probabilités conditionnelles. Voilà. Et puis, effectivement, tu vas te rappeler que comme ChatGPT, tu vas pas te rappeler des bugs et des machins et des trucs. Tu vas. Alors, bon, euh, on reste sur l'idée que. Parce que la dernière fois qu'on m'a cherché des noises, c'est quand j'ai dit. Je sais plus quel animal j'ai pris, larvaire, je sais plus si c'était un escargot ou un truc comme ça. Et j'ai dit. L'intelligence universelle n'a pas. Enfin, c'était spécifiquement par rapport à Google, n'a pas de cerveau. Ouais, c'est ça. L'intelligence artificielle de Google n'a pas de cerveau. Enfin, ou c'est un escargot a un cerveau plus gros, euh, plus, Je t'ai plus compris, développé Laurent. que l'intelligence artificielle de Google. Ouais, ça reste on parle d'inférence techniquement, donc on Voilà, peut créer une illusion de réflexion, le voilà, sentiment. en créant des espèces de chaînes de raisonnement. C'est-à-dire voilà, on va avoir un truc qui va parcourir un certain nombre de. En fait, c'est marrant parce qu'en inférence, on appelle ça un chaînage, hein, littéralement une suite de réflexion. Et donc, on va avoir une suite de briques élémentaires qui vont être bien faites par cette IA. Et si les données sont bonnes, etc., ça va bien mimer le raisonnement, et si le modèle de la langue est bien, ça va bien l'écrire. Après, ça reste. C'est amusant, c'est vraiment très impressionnant. Est-ce que ça fait des contenus d'ailleurs qui vont passer dans Google modulo des algos spécialisés pour le flinguer? Oui, bien sûr, puisque de toute façon, même des trucs moins bien passaient. Par contre, est-ce que ce sera correct? Non. Est-ce qu'il y a un danger d'ailleurs à cause de ça? Oui, parce que les gens ont tendance à prendre vraiment pour argent comptant ce qu'ils lisent à droite à gauche. Donc ouais, c'est un outil qui comporte ses propres risques, aussi ses propres avantages. Moi, je suis pas. C'est assez amusant, les gens, ça les fait toujours sourire quand je lis ça. Mais donc moi, mon métier, c'est de faire des outils d'IA, hein. Mais j'ai pas d'avis en fait sur la société doit ou pas les accepter. Est-ce que je pense que c'est spectaculaire? Parfois oui, parfois non. Là, c'est quand même assez spectaculaire, on va pas se mentir. Même si je trouve que les trucs d'image sont beaucoup plus spectaculaires, parce que l'impact de l'image sur l'être humain est beaucoup plus fort que le texte. Mais voilà, il y a des belles choses et on avance comme vers fabriquer des agents conversationnels. Quand il faudra faire un chat pour dire putain, j'ai perdu mon billet de train, etc., le truc saura répondre parce qu'en fait, il aura une base de données sur les trucs qui peut répondre et il saura bien écrire. Et ça marchera nickel et personne n'aura besoin de plus en fait. Alors, vendredi, il y avait un petit apéro au bootcamp à Montpellier et j'ai pensé à l'automatisation, aux robots, aux trucs conversationnels, machin truc, Mm. dans les chiottes. Comme toute personne bien élevée, je vais me laver les mains, alors fais mon petit pipi. Je fais couler le savon automatiquement en présentant mes mains, il n'y a plus de boutons. Ensuite, je présente mes mains devant les robinets et rien ne coule. J'avais du Ah, savon dans les mains là, et je dis, il est où le truc conversationnel là pour m'aider? Ok. Comment on fait? Donc, est-ce que ça va, comme toute technologie, bien sûr qu'on va découvrir plus tard que c'était pas une bonne idée de je sais pas quoi, comme on a découvert plus tard que c'était pas une bonne idée de mettre du plomb dans la peinture ou je sais pas quoi. Enfin bon, bref, ça fait partie de l'évolution de la technologie. Euh, mais dans l'imaginaire collectif, Terminator, tu vois, direct, mm. DeepMind, quand
quand tu sais la réalité de l'algo, qui n'était pas du tout, même pas du machine learning ou quoi que ce soit, qui Bah, était bel et c'est, alors méchant, celui qui a battu le joueur de Go, là, il ouais, n'était alors pas c'est si... techniquement du machine learning, mais c'est pas, il n'y a pas de réseau de neurones, etc. Ouais. Alors, littéralement, c'est des chaînes de Markov et des bandits manchots. Pour ceux Mais, qui m'ont déjà ouais. entendu parler de bandits manchots, c'est des bandits manchots. Alors, les fameux bandits manchots, allez voir parce que c'est quand même très intéressant. Les bandits manchots par Sylvain Perronnet, puisque ça démontre la notion d'A/B testing. Oui, oui, Ça- entre autres, ça peut servir à ça. Ça, on peut faire plein de trucs avec, hein. C'est vraiment. Il y a plein de bouquins là-dessus. Attends, regardez. Hop, les bandits manchots. Voilà la référence absolue, mais c'est un bouquin ultra technique. Le Voilà, titre sur me les plaît. algos. Ça plaît plus que bandit manchot, bandit Voilà. algorithme. Et donc, je me tourne, j'ai la réponse. Voilà. Il y a quand même cette idée, enfin pour revenir à ce truc de, de la machine qui a gagné un tournoi un jeu de Go contre le meilleur joueur de Go, Mm. si on regarde bien l'histoire, si on analyse comment ça s'est passé, en fait le pauvre être humain, il est arrivé avec le poids de l'humanité sur la tronche. Ouais. Et les caméras, les machins, tout ça. Et je crois que c'est le Move 37. À un moment donné, l'humain est allé fumer une clope, il revient et le DeepMind avait fait un move qui n'est absolument pas logique, qu'aucun être humain aurait fait. Donc, tu vois, le poids de l'humanité, fumer une clope, donc il revient et là il regarde et il dit what the fuck. Ouais. Et en fait, l'autre, DeepMind, tout ce qu'il a appris aux humains, c'est que tu n'as pas besoin de passer en mode thermonucléaire pour encercler l'ennemi. C'est-à-dire que tu peux avoir des trucs un peu plus efficaces que Ouais. les méthodes d'encerclement traditionnelles. Mais tu finis toujours encerclé à la fin. Tu finis toujours encerclé, mais le fameux Move 37, je crois que c'est bien ça, le 37, le fameux Move 37 Ouais. du jeu de Go. Bon, bref, on est en train de nerder là. Allons-y, plus sur le plan global, sur le fait qu'on est d'accord, il n'y a toujours pas d'intelligence Non. dans l'intelligence artificielle. Ouais. C'était le concept de base, Mm. imiter le cerveau, mais on n'en est pas encore là. Non, toujours pas. Par contre, est-ce qu'il y aura des conneries qui seront faites et qui commencent? C'est sûr. Là, n'en doutons pas. Le problème que j'ai, c'est vraiment, par exemple, ce que j'appelle les philosophes de la tech ou de l'IA, des Blake Lemoine ou le dernier, là, des ex-googlers, Jason Lanier, un truc comme ça. Oui, oui, lui, il était là avant, mais oui, oui. Blake Lemoine, enfin, c'est des Ouais. gars qui vont dénoncer les travers de l'AI et au travers d'expériences qu'ils ont vues et les réponses. Je crois pour Lanier, c'était quelle est la religion d'Israël, un truc comme ça. Ouais, j'avoue que je suis pas forcément tous ces trucs-là. Ceci étant, il y a un truc, c'est que il y a une vraie, il y a des luttes idéologiques liées à tout Mm. ça, parce que alors, je vais dire les gourous de la Silicon Valley, même si le terme n'est pas bien choisi, mais ils ont aussi une vision de ce que doit être la société et les outils qu'ils proposent, c'est pas forcément pour l'intelligence artificielle, mais ce sont des outils qui vont dans le sens de leur vision de la Ouais. société aussi. Donc, il y a une vraie lutte et c'est amusant, hein, pourquoi une boîte, par exemple, donne un truc comme ChatGPT gratuitement alors que c'est un non-sens d'un point de vue business de faire ça. Ça coûte une fortune. Et si Mm. Microsoft n'était pas là derrière pour filer des millions pour faire tourner Azure pour eux, plus ce serait pas faisable. Donc c'est parce que ça aussi, ça sensibilise les gens au fait que interagir avec une machine, c'est faisable, ça pourra donner de la bonne qualité, et peut-être c'est vers ça qu'il faut aller, etc. Donc il y a une vision idéologique derrière. Après, faire une grande philosophie sur voir un sens caché dans ce que fait la machine, c'est plutôt à l'être humain qu'il faut s'intéresser et de ce qu'il en fait, quoi. Ok, maintenant, ChatGPT et Google. Ouais. Tu as dit tout à l'heure, il n'y a pas de détection D'ailleurs, je parlais de la génération automatique de contenu, mais on en a déjà parlé. La presse, ça fait presque 10 ans, sur les résultats de sport, d'élection, quand il y a des variables identifiées et des textes de 500 mots, ça fait je ne sais pas combien d'années qu'ils le font automatiquement. Tout à fait, ouais. Des Oui, années et bah, des années. en France, il y a 2-3 boîtes qui sont spécialisées là-dedans. Il y avait Deloupi, j'oublie toujours le nom de sa Claude, société, mais ouais. voilà, Mm. qui était à une époque, qui venait aux événements SEO, qui faisait, ouais, qui font du travail là-dessus, sur les élections, sur les résultats des matchs. Et ça marche très bien, ça fournit l'information aux gens. Je veux dire, tout le monde est content, hein, dans ce truc-là. Mais personne n'a jamais vu que c'était automatisé, en Ouais, tout cas. ou Personne ne même s'est plaint, si en tout cas. on s'en rend compte, finalement, c'est pas grave, on Ouais. a ce qu'on voulait. Après, tu vois, Google actuellement,
C'est amusant hein, en plus le truc. Tu vois, les gens disent OpenAI a battu Google et OpenAI va flinguer Google avec leurs trucs, etc. C'est pas vrai. Chez Google, je suis à peu près sûr qu'ils ont déjà une techno au moins équivalente. Ça, c'est sûr. Euh, la problématique de la détection, c'est une problématique qui, d'un point de vue académique, existe déjà. Il y a des résultats, les gens arrivent à détecter une partie des contenus, pas tous, etc. Si l'humain intervient pour les réécrire, on ne détecte plus. Si on croise plusieurs modèles simultanément, on n'arrive plus à détecter. Donc pour l'instant, c'est un truc sur lequel on sait faire quelques petits trucs, mais pas trop, comme le spinning à l'époque, qu'on Hmm. savait un peu détecter, mais pas trop. Est-ce que Google va s'y mettre? Peut-être, et je pense pour des raisons économiques. C'est un problème qui est plus large que l'IA, mais chez Google, on voit bien qu'ils sont dans un mouvement de diminuer leurs coûts opérationnels. Problématique d'indexation, On va en parler. difficulté beaucoup plus grande à scraper les SERP, etc. Tout ça, ça indique que Google est en train plutôt de fermer les vannes partout où ils peuvent, parce qu'ils sont comme tout le monde, ils veulent économiser leur oseille. Et donc, peut-être ils finiront par faire quelque chose pour détecter les contenus à cause de ça. Il y a cette histoire de watermarking qui est évoquée aussi sur les contenus IA. C'est amusant parce que moi, j'en avais parlé en disant que c'était évidemment le truc à faire. Et puis derrière, les mecs de OpenAI disent bah, on travaille dessus. Mais c'est vrai que c'est le truc naturel. En fait, Bien sûr. le producteur de contenu, il a intérêt à le watermarker pour lui, Hmm. déjà pour savoir où ça passe et tout, parce qu'il y a une problématique de responsabilité légale qui n'est pas encore très claire sur les trucs d'IA pour l'instant. Et puis en plus, derrière, c'est un moyen de monétiser le truc. Google, plutôt Hmm. que de s'emmerder à faire des algos, bah, il vaut mieux qu'il fasse un chèque à OpenAI Hmm. pour pouvoir flinguer tous les contenus au fur et à mesure. Et donc, on va assister à des mouvements, mais après, le problème, c'est qu'OpenAI, ils sont backés par Microsoft maintenant, mais s'ils n'avaient pas été backés par Microsoft, ils auraient peut-être fini intégrés dans Google, hein, on ne sait pas. Ce que dit Sylvain, pour ceux qui n'ont pas. C'est comme quand tu prends des photos, c'est-à-dire tu as des méta, comme les méta que Mm. vous mettez dans votre site, mais qui sont incrustés dans le fichier. Voilà. Et ça, ça peut se flinguer, ça peut s'effacer, mais tu peux pas. Tu peux pas. Si tu les mets, je veux dire, voilà, c'est quand même une énorme Ouais, protection. en plus, j'avais été interpellé là sur Twitter par deux ou trois copains sur le sujet de comment est-ce qu'on fait un watermarking d'un texte en fait. Parce qu'ils disent, ah ben sinon je copie le texte à la main, c'est réglé. Alors, en fait, tout ça, c'est de l'utilisation intensive des probabilités. Voilà, on peut mettre un mot à la place d'un autre, switcher deux mots à un endroit, et c'est ça qui va créer le pattern en fait. Et donc, on peut watermarker vraiment l'information directement. C'est pas du tout évident. Et chez OpenAI, ils ont recruté un mec qui est un cadre de tous ces trucs-là, qui vient de l'informatique quantique, qui s'appelle Scott Aronson. Et si quelqu'un est capable de faire des trucs comme ça, c'est bien lui. Et c'est des techniques qui fonctionnent. Voilà. Pour ceux qui sont venus à la masterclass et qui se souviennent des vecteurs USTAT et des trucs de distribution de probabilité, en fait, c'est des évolutions de ces trucs-là hein, qui sont faites pour ça. Et donc, ça permettrait de faire du watermarking. Après, ils travaillent dessus, ça ne veut pas dire que c'est fait, hein. On est loin du truc. Je n'ai pas pu retenir toute la liste par cœur. Ouais. Text to image, text to video, text to audio, text to text, text to motion, text to code, text to NFT, text to 3D, audio to text, audio to audio, brain to text, image to text. Oui. Les SEO, d'accord. Il y a beaucoup. Donc, ce que je dis, c'est bien. ChatGPT, c'est gratos, c'est tout le monde. Si tu sais, si tu connais. Et puis, tiens, il peut te faire du Python, hein, d'accord. GPT-3. Si tu sais coder en Python et que tu as accès à des librairies, mais c'est. D'accord. GPT-3, ChatGPT, cours de récréation maternelle par rapport à l'immensité dans quelques minutes on va parler de création de contenu en général, pas que du texte. Euh, ouais, il peut te coder une appli, il peut te Ah bah, sortir un le NFT. nombre de choses qu'on peut faire est assez invraisemblable, de toute façon. Alors, ce que je dis, moi, c'est que c'est très simple par rapport à tout ça, et surtout le text to image, où les artistes, il n'y a aucun très bon artiste qui se plaint. Il n'y a que les mauvais. Ça, je ne pourrais pas dire. Mais je crois qu'il y a eu un premier procès ou un truc comme ça, là, qui est en cours, je pense. Alors déjà, il y a eu par exemple, Adobe Stock a autorisé les images autogénérées D'accord. en banque d'images. Et surtout, un très très bon artiste va utiliser ces outils. Pourquoi? Parce que quand je vois le plus évolué, qui à mon avis est Midjourney, Mm. le travail présenté est ce qu'on va appeler un mémoire, enfin
le truc final, tu vois, comme un mémoire d'universitaire, là, il faut produire une image. Donc, un étudiant de haut niveau a bossé pendant 1 an pour produire cette image. Voilà ce que les text-to-image et Midjourney en particulier sont capables de produire. Donc, ça va te sortir des brouillons, des tirages qui vont être inspirants parce que toi, tu as des biais tatati qui font que et un très très bon artiste va s'approprier, un très très bon rédacteur qui peut produire 10 fois plus grâce à la génération automatique de contenu, il va pas perdre son boulot, il va juste il va être 10 fois plus rapide à produire, c'est tout. C'est un faux débat, les très très bons resteront. Désolé pour les médiocres, vous avez un souci, ça c'est clair. Mais les bons, j'ai aucun souci pour eux. Moi, indépendamment de faire un jugement par rapport à ça, il y a quand même un truc, c'est que la question des droits, etc., à un moment donné, c'est une question d'argent. C'est-à-dire qu'il y en Ouais. a qui, ce que les gens disent, c'est dire on pourrait me piquer mon travail et gagner de l'argent à ma place. Mais il y a un truc qu'il ne faut pas oublier, c'est qui va s'en servir à un moment donné. L'utilisateur final qui, lui, va prendre l'image, ça ne va pas être forcément un SEO qui va être éditeur de site, hein, ça va être quelqu'un qui va s'imprimer un poster chez lui. De toute façon, il n'aurait jamais mis d'argent pour tout ça. Et donc, il va imprimer le truc chez lui en utilisant le truc et il va galérer, il va s'amuser. En fait, c'est un jouet, hein. Sur les images, nous, ça fait des mois qu'on travaille dessus. Faire une belle image, c'est compliqué en fait. On nous montre toujours les 3 images faites avec voilà, les gens qui utilisent Midjourney en permanence et qui nous sortent une belle image. Mais pour une belle image sortie comme ça, combien de temps les gens ont travaillé avec l'outil? Et c'est pas fait en une fois en fait. C'est une vraie compétence. Nous, on fait plutôt de l'image type photo. Pour faire une belle image type photo, bah déjà, on va en générer 2000 pour en garder 10 si on veut vraiment faire du truc qui soit artistique. Et puis, ça va nous prendre des. En fait, on y passe des jours. Donc, c'est pas si évident que ça, hein, tout ça. J'en ai sur tous mes tests 3 photos. Donc tu connais mon type de photo, photo Ouais, de tout rue, à fait. Mm. composition sur le nombre d'or et dans un certain style, etc. Bon, j'ai testé pendant 2 semaines et j'ai pu faire 3 images qui étaient satisfaisantes, quoi. Après, c'est toujours pareil. C'est pour le use case, nous, on va travailler là-dessus. Le use case pour illustrer pour illustrer un site de 50 pages qui a vocation à vendre des liens, on n'a pas la même attente, bien sûr. Exactement. Mais sur des images qu'on va générer, on va quand même en garder qu'une sur deux à peu près, au mieux. Et c'est amusant, c'est la discussion. Il y a des outils qui ont commencé à sortir de trucs où ils donnent la main directement pour faire la génération sur le modèle. D'accord. Et donc les gens tapent leur prompt, ça sort et c'est ça qui est vendu. En fait, la plupart des gens sont hyper déçus, ils disent mais en fait ça sort de la merde les trucs. C'est pas vrai. Mais par contre, il faut apprendre à faire un bon prompt. Et à Voilà. chaque fois qu'on fait un prompt, il faut faire 10-15 images pour en avoir une bonne. Voilà, c'est Exactement. ça la réalité. Exactement. Et donc une image coûte pas 10 centimes. Une image coûte, si c'était 10 centimes la génération, coûte 1,50 €. Plus le temps. Plus le temps. Et donc après, c'est voilà. Et au final, il y aura un métier qui va se faire. Il y a des gens qui vont avoir ce métier de générer des images pour des tiers. C'est évident pour moi. Il faut de toute façon, on va pas revenir en arrière, c'est impossible. Donc tirons-en le meilleur parti. Et surtout, alors pour revenir au métier, ben justement, allons-y dans ce fait de pouvoir. Ça fait des années que je prône que le SEO 2010. Alors attention, parce que c'est trop facile de sortir ce que je dis hors du contexte. Jamais je n'ai dit que ce que j'appelle le SEO 2010 euh, est à éliminer, est à ne plus faire. Il faut toujours la faire. Donc, je ne sais pas si tu as déjà vu ma démo où je dis SEO 2010, mots-clés, SEO 2020, cluster, topic, idée, tatati, recherche de mots-clés, aujourd'hui c'est analyse d'audience, volume de mots-clés, aujourd'hui c'est pertinence, intention, etc., backlink, engagement. Donc oui, la première liste, il faut la faire, mais c'est plus une fin en soi, et surtout par rapport au multimédia, ça m'a toujours trouvé le cul que YouTube, deuxième moteur de recherche au monde, et t'as pas vraiment un SEO qui s'est intéressé. Neil Patel. Ouais, bah, parce que en fait, mais je pense que c'est vraiment une question de maîtrise de monétisation. La monétisation est plus simple sur du site web textuel, en fait, je pense. C'est Complètement. pour la plupart des gens, tu vois, c'est ça le truc, en fait. C'est la réponse. Mais ça marche encore. Ok, Mm. ça marche encore, sauf que si tu fais pas le reste, tu sais pas. Mm. Tu sais pas que Oui, oui, tu non, vas c'est faire sûr. x10. Mm. Tu sais pas que tu vas faire x10. Tu sais pas que tu. Et surtout, j'ai ma phrase que je répète sans cesse. Aujourd'hui, il faut être au bon endroit,
au bon moment, avec le bon message, dans le bon format, en face de la bonne personne, et ça tout le temps, partout sur Internet. C'est un phénomène. Ma femme est terrifiée quand j'explique que je peux encercler un individu aujourd'hui, n'importe qui, et tu ne m'échapperas pas. Tu ne peux pas allumer Internet au sens global du terme et pas pas avoir passé mon message à multiples reprises devant tes yeux et dans tes oreilles. C'est impossible. Euh, je crois que le- il y en a qui rediscutent la SEO. Est-ce qu'il faut encore utiliser. Notre taf, c'est la recherche d'informations. On n'est pas en mode push à déranger. Si tu t'intéresses au sujet, on est là. Mm. Ouais, Mais c'est ça. Ouais. mais il faut être partout, dans tous les formats. C'est ça le truc que je dis aujourd'hui, moi. Donc Bah, avant, c'était on lourdingue, voit quand maintenant même que c'est des sites facile. aussi mettent, tu vois. Moi, je travaille pas du tout dessus, mais il y a par exemple beaucoup de gens qui s'intéressent à Discover et compagnie. Il y a quand même des verticales du moteur sur lesquelles que les gens investissent en masse. Beaucoup. C'est amusant. Les gens sont beaucoup plus emparés de Discover que de YouTube, par exemple, typiquement. Alors, oui et non, parce que très bien, Discover, mais ça, c'est bon, j'ai joué avec 5 minutes. Par contre, le petit truc là qu'il y a maintenant sur le LDAR, là, parce que nouveau Mm. format de contenu, réalité augmentée, et d'ici 3 ans, 5 ans, peut-être réalité virtuelle. Mm. Voilà un nouveau format de contenu, réalité augmentée. Mm. Google Lens, comment tu ranks dans Google Lens? Je sais pas pour toi, j'ai testé, pour moi, ils sont pas encore prêts au niveau. Quand tu vois trop de résultats Facebook qui remontent, c'est louche. Google, il est pas. Facebook, il Alors est moi, pas. j'ai beaucoup travaillé sur les moteurs de recherche image. Ça reste très impressionnant, hein, ce Ah, qui est ouais, c'est fait clair. quand même. C'est vraiment spectaculaire. Là, pour le coup, c'est vraiment, bah, comme d'habitude, quand Google sort un produit, de toute façon, c'est quand même très, très, très bien fait. Après, c'est difficile, mais là, pour l'image, moi, j'étais pas aussi catégorique il y a quelques années, mais après avoir commencé à bosser dessus à l'époque de Compte, hein, sur la fin de Compte, là, enfin la fin de Compte quand j'y étais, pardon, je ne fais pas faire d'histoire. Euh, et on avait beaucoup travaillé là-dessus, et c'est vrai que la multimodalité, le texte, l'image ensemble pour faire de la recherche, c'est ultra puissant, mais la recherche image en elle-même, la vraie de vraie, donc ce qu'on peut trouver dans Google Lens, etc., c'est d'une puissance absolument invraisemblable parce qu'on exprime beaucoup plus de choses au travers des images qu'au travers du texte, en fait. Ah, je me suis mal exprimé. À mon humble avis, c'est pas forcément les algorithmes de Google Lens qui sont pas affûtés. C'est qu'il n'a pas assez de matière pour se nourrir et que, disons Oui, il parce que y a pas assez de gens qui travaillent justement et je pense que c'est les très images coûteux en sérieusement. plus. Enfin, je sais pas, je pense. Je sais que c'est très coûteux à faire et donc tant qu'il n'y a pas, enfin, c'est toujours pareil. Il faut en même temps, ils ont les poches profondes chez Google, mais ils économisent quand même pas mal en ce moment. Ouais. Et il faut que la demande rencontre l'offre pour que ça explose. Et pour l'instant, c'est d'ailleurs amusant de voir que assez peu de gens utilisent Google Lens, par exemple. Les jeunes. Mais les SEO, à chaque fois, je les piège. Mm. T'as testé Google Lens? Google quoi? Ouais. Mais les jeunes, si, ça commence à venir là. Pourtant, Parce il y que, a un article chez Olivier Adru hein, sur Reactor. Il y a une de ses, j'ai oublié le nom, Stéphanie Barge, je crois, et qui a écrit un article là-dessus. Donc ça commence à. Les gens en tant parlent, mieux. mais voilà. Mm. Tant mieux. Attends, c'est sorti quand Google Lens? Pour voir. Ça doit être le mois dernier, je pense. Hein. Attends, Non, le lancement de Google Lens? Ah, pardon, non, non, je crois que tu parlais de l'article. Pardon. Oui, non, Google Lens, non, c'est. 2017, Ouais. initial release. 2017. Bon, maintenant, je vous donne jusqu'à allez, 2020. D'accord. Les 3 premières années, c'était pas la peine, mais 2020, c'est rentré dans mon radar. Je sais pas. Les gens me disent, mais comment tu fais pour. Oh, je sais pas, de vin, par exemple. On me dit, comment tu as connu TikTok quand c'était encore Musical.ly? C'est super simple. Je prends le top 10 des apps, des téléchargements d'applications, et je regarde qu'est-ce qu'il y a dans le top 10. Ouais, bah oui. J'ai même récemment regardé le top 10 des applications payantes, tu vois, ceux qui avaient le plus craché. Et ce qui m'a étonné, c'est qu'au milieu des Disney, une application manga. Dans le top 10 mondial des apps qui rapportent le plus. T'imagines? Manga. Waouh. Là, il a dit, ça bastonne. Ouais, ouais. Donc ouais, c'est ça. On vit un monde fabuleux où l'information est là, tout est là. Mais les gens, et surtout les SEO, ont cette faculté à lire la moitié de la phrase et de ne pas chercher de ne pas aller un petit peu plus loin, d'attendre que Olivier Andrieux en parle pour. Après, ça se comprend un petit peu parce Ouais. que, en fait, ça reste du business. Donc, tant que les gens, ils ont du mal à se projeter sur un truc qui est embryonnaire, en fait. Alors,
il y a eu dans un des webinaires Majestic New Blood versus Old Guard où c'était les Anglais contre les Français. Et voilà la conclusion. C'est que j'ai été éduqué à l'anglo-saxonne, donc c'est peut-être pour ça. T'as un mur là. T'as un mur. Un anglo-saxon, tu as fait de la compète en voiture, tu ouvres le virage, tu vois, et puis tu le prends et fou, tu gardes. Un Français, non, il va taper, et puis après il va passer par-dessus, dessous, et il va mettre le turbo, il va rattraper l'autre. Donc je dis pas qu'il y en a un mieux que deux, c'est juste deux Ouais, méthodes, deux méthodes pas la même différentes. manière de faire. Ouais. Ouais. Mais effectivement, j'ai plus, moi, et puis ce qui me fait kiffer, c'est la recherche d'informations au sens global. C'est ça, vraiment, l'évolution du search, avec un grand S. Le bouquin, parce que j'ai là, The Search par John Ouais. c'était l'histoire Il est des par moteurs de là-bas, mais recherche, des gens quoi, qui ont créé les moteurs. C'était passionnant. Et tu es d'accord aussi, toujours, j'en avais parlé avec Bill Swalski maintes fois, c'est pas le brevet qui est intéressant, ça c'est formaté. Tu vas reverse ingénierer le mec, comme tu l'as dit tout à l'heure, il y a des biais dans. Même si tu achètes un réseau social comme Twitter, et que tu es le nouveau proprio, tu vas introduire tes biais comme les anciens propriétaires avaient introduit les leurs. c'est ça. Et pas avec des biais. J'avais arrêté au Twitter Files numéro 2, là j'ai rechopé au 8. Waouh! Ouais, ouais, Waouh! bah, c'est les turpitudes de toutes ces boîtes-là, en fait. Hein. C'est pas très surprenant, tout ça. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est toujours pareil. Vous faites pas choper, les gars. De devenir criminel. Attends, qu'est-ce que j'ai tweeté de devenir criminel à long terme devient un business très compliqué. Ouais. Ouais. Mais donc, ouais, pour toi, donc, Google, là, il n'y a pas de danger. OpenAI n'a pas tué Google. Et en plus, on est loin d'avoir personne ne va tuer la recherche d'informations au sens global. Pour l'instant, je vois pas, ce serait. Enfin, faudrait vraiment qu'on avance beaucoup plus que ça, quoi. Mais Mm. bon, objectivement, enfin, non, pour l'instant, ça me paraît inconcevable. Mais bon, je suis pas devin, hein, Bah, devin, mais- au doigt mouillé, avec ouais, ouais, l'évolution de la techno. ouais. Donc, moi, j'ai dit 3-5 ans, la réalité virtuelle, machin, tout ça. Le fait que la transition vers le mobile. euh, Et même, tu vois, un assistant conversationnel chat GPT-like mm, pour chaque personne, c'est de la science-fiction tant qu'on ne sait pas industrialiser mieux. Donc, on parle d'une avancée sur le hardware. C'est pas avant plusieurs années, puisque les avancées sur le hardware, conception, prototypage, industrialisation, fabrication d'une usine à plusieurs milliards. Tu vois, tu me dis que je vais pas pouvoir avoir mon chien Boston Dynamics avec un cerveau chat GPT. écoute, pas avant quelques années, en tout cas, tu vois. De toute façon, ne vous excitez pas dans le sens où, honnêtement, il n'y a pas besoin de faire des théories sur le. Ça, c'est la rhétorique de SO, c'est les fameux poètes du SO sur Twitter. Ça rank ou ça rank pas. Point barre. Mais, mais tu vois, en ce moment, ChatGPT est gratuit. Tu peux faire des contenus, en particulier de longue traîne, qui vont ranker. Voilà, faut en profiter. Le jour où ça devient payant, à mon avis, c'est même pas rentable de s'en servir pour l'instant, Mm. pour faire la même chose. Ben, on verra. Hein. J'arrive pas à le retrouver. Je sais pas s'il existe encore. Il y avait un thread d'un mec de la tech qui est visiblement très. Enfin, je sais pas s'il est chez OpenAI ou ailleurs, mais il expliquait les infrastructures qu'il mettait en jeu derrière ChatGPT pour faire l'inférence, donc pour répondre aux gens. C'est un truc de ouf. C'est plusieurs GPU qui sont mobilisés pour une seule personne. Oui, 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 j'ai vu passer ça. Effectivement, c'est hallucinant. C'est pour servir en plus à la rapidité à laquelle ils servent. La dernière fois j'avais halluciné comme ça, c'était vis-à-vis de l'infra Google d'ailleurs. Mm. Quand c'est à l'époque du caféine, quand on avait eu un peu plus qu'ils en avaient un peu plus expliqué qu'est-ce qu'il Ah y oui. avait derrière la boutique. Waouh! Euh, Prefetching et tout ça. Bon, bref, parlons justement de ce problème qu'a Google, qui est lié tout simplement à deux choses, la facture d'électricité et l'horizon 2030, où ils ont dit qu'ils seront plus carbone neutre. Mm. Mais positif. Enfin, Et bon courage, bon courage. Avec ça, mais euh, déjà, la facture d'électricité, donc, quand je fais. J'ai arrêté, là, ça y est, c'était le dernier atelier Cocon sémantique en français. Maintenant, si ça revient, ça sera le Topical Mesh Workshop.
je vais parler Cocon en anglais. Et donc, euh, il y avait ce truc de dire, bon, ben, tu vas... comment je pourrais l'expliquer? Ah, je sais plus ce que j'avais dit exactement. Bon, bref, passons. L'idée, elle est simple. Quand tu veux ranker, quand tu veux donc, pardon, quand tu veux produire à l'échelle de Google, quand tu veux crawler, en fait, le web est tellement grand, et ça, c'était à l'époque de Quant aussi que j'ai compris la taille du web, déjà comment tu la mesures, plus la croissance du web. Quand tu as cette vision du côté ingénieur qui fait un moteur de recherche, et que tu es Google qui a une facture d'électricité monstrueuse, oui, tu as toutes tes ressources qui sont déployées dans un truc qui s'appelle Google Ads, une des propriétés Google, où là, c'est nos limites au budget. Maintenant, pour le moteur de recherche Google, l'intérêt d'encore crawler tout le web, vu sa taille et vu sa croissance, tu l'as suggéré tout à l'heure, et je confirme parce que je lis tous les quarterlies de Alphabet Inc. Non, ça, c'est plus une bonne idée du tout. Ils sont plus dans ce délire. Moi, j'avais même prédit. Alors, ils ont fait le Infinite Scroll. Donc, ma prédiction, il faudrait que ça s'arrête donc aux 30 premiers résultats. Parce qu'au-delà de la troisième page, ils ont toujours dit même que ça n'avait plus trop de pertinence. Nous, c'est une discussion qu'on a souvent dans l'équipe Babar. C'est aujourd'hui, quand on présente du positionnement, on fait comme tout le monde, on présente le top 100. Et il est très probable qu'on finisse par ne présenter au moins que le top 50. Parce qu'en vérité, le reste n'a aucun sens. Et c'est là où on parlait tout à l'heure de est-ce qu'on prend une bonne décision quand on a plus d'infos? Et la réponse est probablement non. Quand un SEO voit un top 100, les décisions qu'il va prendre sur les pages qui ne vont pas être encore dans le top 50 sont souvent fausses parce que ce qui fait qu'on est dans les plus de 50, mais présent, c'est pas forcément ce qu'on croit. Et donc, on peut prendre facilement de mauvaises décisions. Et donc, on va finir, donc, je pense, par couper. Alors qu'on aura l'info, hein, parce qu'en fait, tu peux pas avoir une info intermédiaire. Ou tu as le top 100 aujourd'hui, ou tu as le top 10, mais tu n'as pas entre les deux, quoi. Et donc, mais par contre, d'un point de vue service à l'utilisateur, il n'y en a pas. Mais c'est hyper dur de faire comprendre ça, hein, aux gens. De dire on va te présenter moins d'infos parce que tu prendras de meilleures décisions. Crois-moi, c'est pas facile à faire ça. 100 000 sites, je crois que représente le fameux Pareto, c'est 100 000 sites et je ne sais plus combien de dizaines de milliers de mots-clés par requête. Derrière chaque mot-clé de requête, mais c'est des dizaines de milliers de mots-clés, pas des centaines de milliers. Donc Bien c'est sûr, ouais. c'est pas énorme. Hein. Le besoin principal des gens Non. est toujours le même, ce qui facilite les prédictions. Oui, tout à fait. Bah oui, oui, bien sûr. Mais tu vois, sur le recoupement nous, on a au plus haut du plus haut, on a monitoré 35 millions de mots-clés français. Et je vais dire une connerie, mais les ordres de grandeur sont bons. Donc, en fait, sur le top 100, tu as donc 3 milliards 500 millions de places pour 35 millions de mots-clés. Et donc, tu pourrais avoir jusqu'à 3500 millions d'URL qui génèrent ces places. Et en fait, Ouais. non, c'est genre 150 millions. Et Tu donc, vois, en vérité, ouais. la plupart. Attends, j'appuie là parce que sinon mon moniteur va s'arrêter. Euh, donc, en vérité, tu as un recoupement, t'as un regroupement vraiment très fort des pages qui sont montrées par rapport à celles qui ne sont pas montrées. Et en tant que SEO, on devrait en être vraiment conscient. On passe notre temps à produire des contenus, surtout quand on est éditeur de site, dont on sait qu'en vérité, ils apparaissent transitoirement dans les mauvaises parties du classement, puis ils disparaissent, ils reviennent. S'ils restent indexés, des fois, c'est un miracle, on ne sait pas pourquoi. Enfin voilà, on le sait très bien, ça, en fait. Les pages qui sont importantes, elles sont très peu nombreuses. Le fameux index principal et Et l'index l'index secondaire. Ouais. supplemental, ouais. Ouais. Qui d'ailleurs ça m'emmerde parce qu'avant on allait sur SFR qui utilisait que l'index. Mais maintenant ils l'ont niqué, c'est-à-dire que c'est sur Orange, tu n'as plus le nombre de... Enfin, tu n'as que 10 pages. Donc si ton site... En tout cas, tu as ça. Tu as, un échantillon qui sont de 100 pages sur lesquelles Voilà. tu peux compter. Après, je vais rester poli, donc je vais te laisser la parole, mais sur le fait que le job des SEO aujourd'hui, c'est d'indexer, me laisse pantois, quand même. Alors, comme tout le monde, sur nos activités d'éditeur de site, nous avons des problèmes d'indexation. Ça arrive, c'est normal. Après, c'est quand même révélateur du fait qu'on ne produit pas des très bons contenus. Voilà, faut pas se mentir.
Et peut-être qu'on ne se concentre pas toujours sur les bonnes choses. Et c'est aussi qu'une sous-partie de l'écosystème SEO, hein. La discussion sur l'indexation, on la trouve rarement. Quand tu discutes avec des gens qui sont dans les médias, dans la presse, en ligne, c'est pas un sujet pour eux la plupart Ouais. du temps. Les journalistes écrivent des Ouais. articles, ils sont toujours indexés. Et tout de Donc, suite. voilà, donc il y a un truc, voilà, des sites qui ont peu d'autorité, où les contenus sont pas foufou, qui sont courts, qu'il n'y a pas d'image, que c'est de la banque d'images, etc. Oui, ils ont des problèmes à être indexés. Quelle surprise. Moi, je me souviens très bien quand j'avais interpellé John Mu pour un de nos sites qui n'était pas indexé, qui m'avait dit un peu en off, genre, bah, c'est normal. Je me dis, bon, bah, ok, très bien alors. Et Le, voilà. le, Non, mais le truc de. C'est surtout le fait de rester perplexe, de dire, ah, mais pourquoi ça. Oh, c'est tellement. Je veux dire, le raisonnement est quand même super facile. Rien n'a changé. Il faut quand même level up un petit peu. C'est ça notre métier. C'est que c'est toujours la même chose. Il faut juste qu'on augmente. Et ceux qui savaient comment, pourquoi bosser comme il faut quand ça marche en faisant le trois quarts de la moitié de n'importe quoi. Maintenant, si tu es assez lucide et tu sais ce qu'il faut faire, ben, tu as une jauge et puis tu dis très bien, ok, ça passe pas au niveau 4 niveaux, très bien, je développe, mais tu n'es pas à dire, mon Dieu, c'est injuste, etc. Pourquoi j'ai des. Alors bon courage pour aller batailler maintenant. Ouais, je fais de la longue traîne. Bah, très bien. Moi, Laurent Borelli, c'est pas mon. Personne vient me voir et je ne fais pas de stratégie longue traîne. On vient me voir pour être ouais, alors tu premier, vois, rester premier sur des gros mots-clés. c'est là où nous, on a basé une grosse partie de notre partie édition sur de la longue traîne. Ça marche, mais c'est un truc qu'on fait depuis longtemps et c'est une manière de faire particulière, mais aussi sur laquelle il faut être très pragmatique. On s'emmerde quand on fait du contenu longue traîne et que ça s'indexe pas, ben, on s'emmerde pas à l'indexer en fait, parce qu'on ne va pas payer pour indexer du contenu, on va refaire du contenu et on va changer en fait. Et donc la solution n'est pas la même dans ce cas-là. Mais en fait, en ce moment, on voit en plus la France. Je veux dire, tu connais mieux que moi la situation du SEO anglo-saxon, mais en France, les pratiques de SEO ne sont pas du tout les mêmes, par exemple, que dans d'autres pays. Je veux dire, par rapport au linking, c'est vraiment la caricature, mais même pour le reste, il y a quand même des pratiques très différentes. Et c'est amusant, les Français qui sont vraiment à fond, avec souvent un profil plus technique, et vont aller jusqu'à épuiser jusqu'à la corde vraiment certains sujets, etc. Après, on a des fois du mal à faire le step-up, mais comme tu disais tout à l'heure, quand ils le font, après, ils rattrapent les autres très très rapidement. Oui. Donc, mais c'est la manière en fait de faire en France. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sur certains points, je pense qu'on est un peu derrière en termes de vision par rapport à d'autres pays. Sur d'autres points, on est en avance, mais on rattrapera en fait. Enfin, je dis on, voilà, la communauté rattrapera. Mais il y a des trucs, mais même sur l'utilisation des outils, surtout maintenant que je fais principal business, c'est l'utilisation des outils, etc. Je vois la différence entre les clients qu'on peut avoir qui ne sont pas en France et ceux qui sont en France. À tout point de vue, c'est différent. D'accord. Dans l'utilisation des outils, dans la perception du prix d'un outil, etc., etc., ça n'a rien à voir. Et je comprends d'ailleurs pourquoi beaucoup de boîtes françaises qui font des outils SaaS finissent par partir à l'étranger, en fait, parce que c'est complètement différent en termes de public. Complètement différent. Et pourquoi je connais des boîtes qui veulent pas faire de business avec les Français aussi. Parce que si tu arrives à percer en France, honnêtement, c'est bon. Hein. Bah, non, mais C'est c'est. bon. Après, c'est voilà, c'est chaque pays comme ça. Moi, je suis à l'aise avec ça, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai que c'est amusant quand on se retrouve. C'est toujours pareil. C'est comme quand on voyage et qu'on voit comment sont les gens dans un autre pays, hein. C'est toujours un choc de culture. Bon, bah, c'est très différent. Voilà. Sur le linking, c'est vrai que c'est caricatural la différence actuellement. Alors oui et non, c'est-à-dire que je- tout est question de choix des mots. Mm. Digital RP, les relations de presse digitales sont politiquement Et oui. correctes. Ok. La vente de liens n'est pas politiquement correcte. Ouais. Donc, oui, il y a des vendeurs de liens. Ça s'appelle des Oui, digital RP. Voilà. Vous voulez évoluer et ne pas vous faire. Parce que justement, il y a ce fameux. Je voulais quand même un mot rapidement sur SpamBrain. oui. Parce qu'ils ont annoncé un truc et puis tout le monde dit OK. Et alors Je dis pas qu'il y en a pas qui se sont fait flinguer. Il y en a des tout à fait légitimes qui vont pas du backlink et tatati qui sont fait flinguer aussi. Est-ce que bis repetita pingouin ou quoi là? Ouais, j'ai pas vraiment le sentiment en regardant chez Systrix, ils ont sorti une étude comme ils savent si bien le faire à chaque fois avec les gagnants, les perdants, enfin surtout les perdants là en l'occurrence, j'ai vu. Euh,
quand on voit Je l'ai pas l'actuel vu. des Ouais. sites, ah bah, je crois que Nicolas Mhm. de Sistrix, hein, on parle sur Twitter, si on va voir la liste, quand on voit les premiers, on n'est pas tellement surpris qu'ils soient pénalisés. Je veux dire, rien qu'à voir le nom de domaine, des fois, je sais que c'est du spam, tu vois. C'est Euh, ça. donc voilà, après, oui, ça probablement qu'ils ont dû flinguer quelques très très grosses fermes de liens et que ça a un effet. J'ai pas l'impression pour l'instant, contrairement à ce que certains disaient, que l'écosystème, par exemple, francophone de la vente de liens, qui est quand même assez entremêlé, est beaucoup souffert. Ou alors, en tout cas, c'est pas encore arrivé jusque-là. On verra. Après, moi, c'est toujours une discussion. J'ai eu cette discussion avec des gens de chez Google aussi. Détecter du spam, ça peut se faire avec les liens, mais aujourd'hui, pour flaguer du spam, voir les images qui viennent tous d'une banque d'images, voir des contenus qui sont tous normés pareil, un pattern de linking vers l'extérieur qui est toujours le même, un lien vers Wikipédia ou vers un .gouv.fr et un lien vers tototata.com. Bon, bah, ça suffit en fait à repérer les sites, hein. Les sites, ça c'est un truc qui est assez amusant, les sites qui sont linkés depuis des sites qui ont très peu de pages. Ça, je crois que Nicolas de Sistrix en parle. C'est un pattern classique. La plupart des sites de vente de liens, en fait, sont des tout petits sites. Ils ont très peu de contenu. Ils ont 150, 200 pages, et puis voilà, parce que les gens ne mettent des contenus que quand ils vendent des liens et que personne n'arrive à vendre des milliers de liens sur un seul site. Et donc, si on a tous ces liens qui viennent de sites comme ça, c'est un pattern. Les fameuses expirées monopages aussi. Exactement. Ouais. Euh, sur le fait de vouloir combattre les backlinks, la dernière data que j'ai en tête, je ne sais plus la date, mais ça commence à dater. Google, Alphabet sort une nouvelle data, mais c'était 25 milliards de pages web et 90 milliards de liens qui jetaient à la poubelle tous les jours. Ça, Je c'est ne ce qu'ils m'étonne pas. détectent et qu'ils jettent à la poubelle. Ouais. Donc, c'est certainement beaucoup plus aujourd'hui, mais je pense que le ratio entre le contenu spammy et les liens spammy doit être à peu près identique, j'imagine. C'est quand même un énorme gap, hein. 25-90, quoi. 25 pour le contenu, 90 pour les backlinks. Ça fait beaucoup de liens spammy, quoi. Mais il y a un truc qui est amusant, c'est pour ceux qui ont un abonnement Babar, de regarder la host value, donc qui est l'équivalent du PageRank surfeur raisonnable, avec notre BAS, donc Babar Authority Score au niveau du host. Et en fait, la différence entre les deux, c'est la décote liée aux liens un peu spammy, quoi, au fait que c'est des structures de liens un peu étranges. Et c'est impressionnant, hein. On voit très rapidement. Il y a des sites où la décote est très très faible, genre 10%, etc. Et c'est souvent des très grands e-commerçants qui n'ont pas vraiment fait de linking, etc. Et on voit beaucoup de sites qui perdent genre la moitié de leur score. Mmh. Et ça, ce qui est fou, on calcule cette métrique au temps réel lors du crawl. Donc en fait, ça coûte rien de le calculer. Moi, ce que je dis, encore une fois, IMO, in my opinion, le topical page rank, donc l'odeur du lien qui est créé par l'environnement, peu importe le contenu, site A fait un lien vers site B, mais ça ne veut pas dire que site de contenu similaire ou complémentaire, mais le site A n'a pas du tout un TTF ou un topical page rank ou comment tu l'appelles toi, le Semantic value, nous. semantic value qui est aligné sur la thématique, et ben ça va plus le faire. Tu ne pourras jamais, et je pèse mes mots, tu ne pourras jamais être premier et rester premier sur une requête ultra concurrentielle si tout n'est pas bien aligné sur ta page, autour de ta page d'interaction Alors avec ton là, site Laurent, et merci. off URL. Parce que dans le SEO Campus, la conf qu'on a fait, le dernier slide, c'était sur la sémantique. Mots-clés non compétitifs, plus tes liens sont sémantisés, plus tu progresses. Mots-clés compétitifs, si tes liens ne sont pas sémantisés, tu ne peux pas être dans le top 10. Oui, impossible. Tu peux être dans le Voilà. top 10, tu vas dégager 48 heures plus tard. Voilà. Mais, et c'est amusant parce que les courbes sont vraiment très différentes. Dans un cas, tu peux, mais c'est mieux d'être thématisé. Dans l'autre cas, tu ne peux juste pas y être. Et donc, Ouais. maintenant, c'est fini. Ça, et ça, c'est un vrai changement. C'est un changement qui est ancien maintenant. C'est un changement qui date d'Autour de Caféine, hein, le prémisse. Mais vraiment, ça a été peut-être un des plus gros changements pour le SEO, ça, je pense. Mais là, c'est encore en souterrain. Enfin, personne, ça commence à rentrer. Non, les gens, quand même. Mais c'est pas du tout. Et puis déjà de comprendre que c'est pas le contenu, c'est l'odeur du coin, quoi. Bah, oui, enfin, c'est le contenu qui génère tout, quand même, à un moment donné. Mais oui. Oui, l'environnement de. Mais je veux dire, quand tu peux. Un site peut être attribué une odeur, une page, pardon, une URL, parce que ça se passe quand même au Bah, niveau en de fait, l'URL. L'URL peut être voilà, c'est attribué qui une n'est pas odeur celle du qui site. est pas Ouais. bonne. Ouais. Et surtout, on ne repartira pas en arrière. Oui, le web c'est gros et il y a plein de langues et tout ça, mais
la marche en avant est embrayée. Je le vois bien euh, quand tu testes enfin, je teste avec un outil comme un G-Suite, ils sont tous alignés, d'accord? Tous alignés. Mm. Tout est aligné, l'odeur est impossibilité. Top 10, je te dis, tu arrives 48 Mm. heures plus tard. Ah oui, ça commence par les plus concurrentiels, mais ça va, il va faire tout le Oui, web. oui, bah, parce qu'en plus, Il va pas s'arrêter. les gens, ils ont des pratiques qui vont enfin, à un moment donné, tout le monde progresse sur ces pratiques, hein. Mm, Donc, mm. de fait, ça va. Et c'est comme pour tout, hein. C'est comme pour les contenus. Maintenant, les routines de création de contenu commencent à se normaliser. Et donc, on finit par avoir Ouais. difficulté pour ceux qui ne font pas comme les autres. L'utilisation des outils sémantiques, hein, par exemple. Moi, je suis ravi parce que comme on en vend un qui est maintenant, je pense, le leader en France, c'est fantastique. Mais il devient difficile dans certains domaines de ranker sans ces outils maintenant. C'est, euh, enfin, comment dire? On l'a peut-être senti avant que ce soit réellement en prod. Et bon, ben, tant mieux pour nous. Mais là, c'est irrémédiable, inévitable, irréfutable. Je veux dire, les mecs, ils peuvent le tourner comme ils veulent. Ouais, il faut que tout soit à sa place, comme il Mm. faut, bien rangé, etc. Et en plus, ça tient à peu de choses. Je me rappelle notre discussion à l'époque où pourquoi la traduction. C'était il y a longtemps, ça fait 11 ans qu'on fait ça. Donc ça remonte à un des premiers où on disait, ouais, la traduc automatique, jamais réussi vraiment à la faire ranker. Et tu parlais du TF-IDF et qu'à un mot, deux ou trois mots rares, pertinents en Mm. trop, ben, Ouais. flagué, Écoute, quoi. alors, ça a changé maintenant, c'est un peu plus évolué, mais ça reste, de toute façon, c'est toujours un peu pareil quand même, hein. Oui, l'idée est le même si évidemment le Mm. TF-IDF est quand même un peu Ouais. old school comme. Un petit peu maintenant, mais bon. Mais c'est-à-dire que même, moi, ce que je suis obligé de faire, c'est donner des ordres de désoptimiser. Ça, Oui, on en a parlé la dernière fois. 500 ouais, premiers ouais. mots, allez-y. Non, on en a parlé, c'était dans Bootcamp, pardon. Donc, Ouais. c'était dans Mais Bootcamp. Mais non, non, bah, mais chaque fois qu'on fait des audits, on trouve toujours, nous, sur les sites des clients, quelques pages qui ont été beaucoup trop optimisées et notre conseil, c'est la désoptimisation. Mais c'est normal, en fait, les gens, ils veulent bien faire et donc ils poussent, ils poussent, ils poussent. Et en fait, c'est toujours pareil, on fait toujours le pas de trop à voilà. la fin. Et ce pas de trop, il faut savoir revenir en arrière. Et c'est pas facile, hein. Le levier on-page, en plus, est limité une fois que tu es au taquet, une fois que tu es optimisé. C'est bon, après, il n'y a plus que les liens pour te Ouais. pousser. Ah, et puis maintenant, un petit peu les signaux utilisateurs par ricochet. Alors voilà, maintenant, si on prend la colonne vertébrale du SEO, la page, et les liens. Nous, on a introduit que les liens internes, c'était aussi intéressant. Mm. Et il y avait les backlinks avant. Tu m'as déjà entendu parler de mon test, comment vous pouvez prétendre être une marque suffisamment intéressante pour Google. C'est très simple. Google Trends. Pour moi, le raccourci que je fais pour expliquer aux gens que tu as fait du travail pour exister en tant que marque ou traduction algorithmique entité, si tu n'es pas dans Google Trends, alors tu n'as aucune existence du point de vue de la Ouais, stature. il y a ça et d'être dans la knowledge base. Alors ça, c'est entité nommée. Là, c'est Mm. Ouais, Wikidata, ça, c'est encore autre ouais, chose. Mais ce que je dis, c'est que si tu n'es pas dans Google Trends, tu ouais. n'existes pas. Tu vois ce que je veux dire? Non, ouais, je suis d'accord, ouais, tout à fait. Ouais. C'est minimum syndical. Il faut que tu Ouais. apparaisses dans ce truc-là pour oser prétendre à être, entre guillemets, une marque. Dans le vieux monde, on prenait comme référence quand tu deviens un verbe, comme googler, Mm. ou alors un nom, comme frigidaire. Mm. Sur Internet, les brandeurs, on disait, bon, il faut que tu sois un mème. Il y avait même Mm. un musée, un Know Your Meme. Ouais. Mais ça, c'est pas googlesque. Non, c'est clair. Donc, comment il fait Google? Oui, enfin, je fais un raccourci avec tout le truc de Google Trends, mais c'est le seul truc que j'ai trouvé pour expliquer aux gens. Quand ils viennent me voir, on dit, regarde, moi, j'ai fait mon cocon sémantique, j'ai acheté pour 15 000 $ de backlinks, et puis le premier, c'est un vieux site. Ok, je jette ton site plus le premier qui est dans Google Trends. Il y en a un qui a une courbe et l'autre qui n'en a pas. Ouais. Ah ouais. Et là, je parle du premier et l'autre qui est, allez, 3, 4, 5. Et en fait, on revient à un truc qui est un basique, qui est la création réelle d'une marque, en fait. Parce que Ouais. c'est aussi lié à un facteur humain. Donc, c'est comment est-ce qu'on fait comprendre aux humains qu'on existe en tant que marque, hein. Comment Google a confiance en toi? Mm.
Ouais. Donc, il veut économiser de l'argent. Il veut faire soi-disant, donc du crawl prédictif. Décider s'il va crawler avant de visiter. C'est bien ça l'idée. Parce C'est que ça, si. ouais. Donc, Mais regarde, on a eu un article de recherche, enfin, pas moi, mais Guillaume, de l'équipe, Guillaume Pitel de l'équipe, a eu un article de recherche là, sur du crawl prédictif. Donc, eux, l'article, c'est pas sur une page qu'on n'a jamais vue, est-ce qu'on doit la crawler ou pas, c'est une page qu'on a déjà vue, est-ce qu'on doit retourner la voir. d'accord. Et en fait, il y a des méthodes qui marchent assez bien. C'est assez surprenant d'ailleurs. Et ce qu'ils essayent de prédire, c'est est-ce qu'il va y avoir un nouveau lien? Est-ce que le contenu va être. Enfin, voilà, c'est un peu. Est-ce que ça vaut le coup de revenir, quoi. Ouais. Et moi, j'étais assez surpris de voir que, en vérité, ça marche. Ouais. C'est, ça peut paraître, même sans avoir visité l'exemple que je prends, tu vas me dire si tu valides, puisque c'est quand même toi le roi des exemples. C'est comme si tu décides d'acheter un bien immobilier juste avec la petite annonce. Tu Mm. as des éléments, des patterns, et puis après, bah, effectivement, si ces patterns sont bonnes, Ouais. bah, tu as plus de chances quand même de favoriser ce. C'est ça. Et puis, tu as des infos externes. Tu apprends qu'une station de métro va Ouais. être mise à côté. Tu fais, ah bah, j'achète alors. Non, mais Voilà, voilà. c'est ça, Il y c'est a, il vraiment y ça. a- il Ouais. y a- il y a l'environnement. Donc, même L'environnement, imaginer qu'il attention. le fasse en Non, première intention, c'est le, faisable. le contexte, Laurent. Oui, Pas l'environnement, le contexte. pardon, oui, le contexte. On m'a posé dans l'atelier, là, il y avait, parce qu'on utilise à chaque fois des mots différents pour dire les mêmes choses. Christian Méline est le spécialiste Ah oui. de faire par définition un mot différent de tout le monde. Bon, bref. Donc oui, des fois, on perd un peu les gens avec les. Mais bon, on savait pas ce qu'on faisait, déjà, les gars. Ok, on peut regarder qu'en arrière. Donc justement, pour terminer, si on en regarde en arrière, ça fait quand même donc 11 ans de podcast et finalement, quelque part, allez, 20 ans de carrière de pro du web, quoi. Mm. Quelque chose comme ça. Hein. On a quand même Oui, oui, c'est ça. les mêmes trucs, quoi. Et quel est ton sentiment général sur est-ce que tu sens que, déjà, toi-même, est-ce que tu sens que tu as pris la bonne décision de faire du business sur Internet plutôt que dans la vraie vie? Je sais que ça se Ah, passe. on peut pas savoir ce qu'on aurait eu autrement, mais objectivement, je ne vais pas m'en plaindre, hein. Je pense que ça me permet de très bien vivre. Je vais pas, voilà, c'est là-dessus. Et en fait, moi, je trouve que c'est super amusant. Et c'est avec Fred Bobet, avec Durf, que j'en parlais la dernière fois. On parlait d'IA, etc. Et je pense qu'en tant que pro du web, il faut qu'on se rende compte d'un truc. C'est on a la chance, pour ceux qui sont là depuis justement une vingtaine d'années ou plus, on a vécu deux révolutions. Parce que souvent, en fait, on a grandi avec le web, donc on a vécu ça, et là, on vit une autre révolution avec l'IA et tout. C'est pas encore au top. La discussion qu'on a eue, je pense, montre bien ce que j'en pense et ce que tu en penses, toi, mais en vérité, c'est quand même, on est sur une révolution probablement en cours, donc c'est très très excitant. Et donc rien que pour ça, je ne regrette pas ce domaine. En plus, ça me permet de bien vivre, hein, et ça me permet de bien vivre. Deux en un, mais il n'y a pas que ça. Et donc moi, je suis très content. Après, sur le tour que prend le web, euh, il est où le bouquin? Attends, Alors, je je dis l'ai bien plus. le web, hein, pas Internet. Le web. Oui, oui, le web, oui. Alors, je cherche voir si j'ai là le bouquin sur Alexandria, sur la création du web avec donc de Quentin Jardon, et il parle de Tim Berners-Lee et de Robert Caillot. Il y en a un qui est encore dans le coup, mais qui regrette un peu ce qui est devenu le web. L'autre, il vit en ermite parce qu'il a un peu honte d'avoir fabriqué le web, parce qu'il trouve que c'est trop commercial, etc., que ça a un peu dévoyé la société. Là-dessus, je suis mitigé, mais j'en vis, donc je vais pas faire la fine bouche, mais effectivement, ça aurait pu être différent, et on a été l'artisan de ce que c'est devenu, donc voilà. Mais moi, je reste persuadé que c'est un bel objet, ceux qui nous écoutent là et qui sont plus jeunes n'ont pas connu un monde sans le web, par exemple. Mais c'était un monde très différent. Je pense qu'on y a quand même gagné au change, globalement. Moi, je suis plutôt, tu vois, je suis ravi de. Voilà, et puis après, sur le SEO en particulier, qui n'est vraiment qu'un épiphénomène du web, hein, le SEO, c'est rien du tout par rapport à ce qu'est le web globalement. On peut se gargariser d'être les plus importants pour le web, mais voilà. Est-ce que le SEO va mourir, par exemple? Je ne sais pas. Voilà, tu vois. Mais je ne pense pas, en fait. Il se réinventera au fur et à mesure. Il y aura toujours besoin de personnes pour aider les autres à apparaître sur le devant de la scène. En fait, notre Voilà, métier, c'est ça. En vérité, notre c'est métier, ça. c'est d'être celui qui met la lumière sur les gens. Et donc, il y aura toujours un métier pour nous qui sera peut-être pas le même techniquement, mais il existera toujours. Il existe sur les réseaux sociaux sous un autre nom, hein, par exemple. Et donc, voilà.
complètement. Si tu es debout encore après 20 ans dans ce métier, c'est pas pour rien. De toute façon, Oui, 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 bah, il y, a- c'est en fait, il y en a connu tellement qui sont plus là. Regardez, oui, hein, qui sont encore certains là. qui l'ont voulu, puis certains, il y en a, je ne vais pas donner de nom, mais il y a un bien connu qui a été arrêté par le pingouin, qui a plutôt arrêté derrière et tout, par exemple. Voilà, des gens qui choisissent d'arrêter, Ouais. voilà, il y en a plein. Le... Tiens, c'est de Dominique Cardin dont tu parlais tout à Ah, moi, je parle citer. de personne. Ah non, 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 le livre, c'est Quentin Jardon. C'est Ah, un Quentin. journaliste belge qui est le rédacteur en chef d'un magazine qui parle de cyclisme, je crois, de base, D'accord. mais qui est allé, enfin, il raconte toute son histoire, mais je sais pas où est le bouquin. Il est pas loin dans le bureau, mais bon, peu importe. En tout cas, je vous conseille le livre À quoi rêvent les algorithmes, qui a De, été de, conseillé. de Cardon, oui. Ouais, Ouais, de il est très très Cardin. bien ce livre aussi. Ouais. C'est un livre que j'ai lu récemment, là. Mais tant qu'on est en train de parler de bouquins, moi je vous conseille les 2 bouquins gratuits de Babar. Contenu web, parole d'expert. Alors, il a enfin un qui a compris que le livre était une carte de visite sous stéroïdes. Ah bah, nous, on fait le vrai livre, hein, là, et c'est un succès, on les donne, mais on en a donné 1500 exemplaires en tout papier. Alors, en mode search engine hacker, je suis en train de monter ma maison d'édition pour être. C'est plus simple, d'accord. Remplir pour aller dans Wikidata et tout ça. Mais bon, bref, chut, ne dites à personne. Mais oui, oui, oui. Je suis bien. Par exemple, suite à la disparition de notre ami Bill Swalski, nos conversations de podcast, je les transforme en livres. Hmm. Ah oui, c'est une bonne Parce idée. qu'en Hein. plus, on a passé en revue ses meilleurs articles de blog, enfin, c'est les meilleurs Hmm. brevets, les trucs les plus. Donc ouais, le livre, hein, et c'est fou que des produits web disent encore, ouais, tiens, si, il faut un livre, il faut lire. Moi, je n'achète que des beaux livres, photos, tout ça, livres d'art. Et après, Ah oui, non, c'est moi Kindle. Moi, je suis très Kindle parce que, moi, j'achète des livres plus, tu vois, oui, c'est ça. Moi, plus tout ça, longs c'est et en qui mettent Kindle. Tout ça, l'information. c'est en Kindle. J'en veux plus en papier. Après X déménagement, j'ai dit arrête le papier. Et tu Les vois, livres, ça pèse. moi je trouve qu'il y a encore, il y a toujours des choses à dire. C'est ce qui est fou. Par exemple, j'achète tous les manuels d'algorithmique qui sortent, toujours. Mm, mm. C'est mon métier, etc. Et en fait, je connais l'algorithmique. Je pense que truc de base, difficile de m'apprendre des trucs quand même sur le sujet, mais je trouve toujours une nouvelle manière de voir, une nouvelle manière de présenter qui m'apprend des trucs. Et ça, c'est intéressant. Et sur un autre domaine qui est complètement différent, j'ai lu donc je m'intéresse un peu au storytelling, tu vois, et j'ai lu donc des bouquins des classiques de Christian Salmon, etc. Et j'ai eu la chance de lire en avant-première le bouquin de Camille. Ouais. Il est. Et c'est intéressant, c'est présenté. Le storytelling, c'est le storytelling. Ça ne change pas, en fait, d'un truc sur l'autre. Mais c'est écrit différemment, c'est présenté différemment. Et en fait, on apprend aussi parce qu'on revoit des choses qu'on connaît, mais exprimées différemment par des personnes qui n'ont pas forcément le même point de vue. Et ça, c'est super intéressant. T'as déjà reçu, parce que moi, je complète le fichier RP avant les fêtes. Non, mais Ah, moi, je fais partie des privilégiés. il y en a qui sont privilégiés. Écoute, qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai disparu de la scène, moi, oui, on m'oublie vite. Hein. Oh, tu vas me faire pleurer. Et donc, Mais pourtant, j'ai effectivement, l'impression que ça parle assez souvent de toi. comment ça se fait est-ce que tu crois que c'est générationnel ou c'est une vraie réalité qu'il faut lire des livres parce que oui, moi, enfin, j'ai toujours lu des livres Alors moi, j'ai euh, été éduqué dans une famille où on lit beaucoup, donc oui, je m'en rends pareil. compte. Et par mon métier après, de fait, le Ouais, milieu académique, on lit beaucoup. Mais moi, je trouve que le livre a un intérêt, même par rapport. Tous mes livres de fiction sont sur mon téléphone, en Kindle, machin. Je les lis la nuit, et ça ne gêne pas ma femme que je puisse lire dans mon lit sous la couverture, sans lumière, etc. Donc ça, voilà. Tous mes livres qui nécessitent de la réflexion, je les ai toujours en papier. De la manière que quand je lis un article scientifique, je l'imprime toujours parce que le papier, on le lit différemment. C'est peut-être du fétichisme, hein, ce que je suis en train de dire, mais ça me permet de réfléchir en même temps que je lis, ce que je n'arrive pas à faire aussi bien avec une tablette, avec tout ça. Et donc, moi, les livres techniques, j'annote mes livres, par exemple. Ça rend fou certaines personnes. J'écris sur les livres. ouais, ouais. Le Non, moi, livre, c'est pas. je prends des notes sur des carnets papier. Alors aussi, mais par contre, je mets et donc, puis je mets des marque-pages partout, voilà, des marque-pages Mais coloriés. est-ce que tu crois que l'apprentissage, enfin, l'apprentissage via YouTube, etc., les mêmes sujets traités en vidéo, les nouvelles générations vont ingurgiter de la même manière ou il y a vraiment un Alors, truc spécial? personnellement, j'ai le sentiment que c'est plus dur
de mémoriser vraiment efficacement les choses qu'on voit en vidéo par rapport à ce qu'on va lire. Mais il y a deux trucs. Il y a la lecture rapide, Ouais. comme fait Abdel Webseller, voilà, Comme champion je fais de moi, j'avais 300 pages par jour à lire pendant mes études. ah voilà, et donc voilà, ça c'est un truc où. Mais quand voilà, je vais vous ouvrir la page de Bandit Algorithm, vous allez tout de suite comprendre. Voilà, ce genre de livre, on peut passer une journée sur une page. Et en fait, quand Ouais. c'est sur papier, l'œil, on lit pas du tout pareil. On va scanner toute un Mm. peu comme peut-être la lecture rapide, mais voilà, on va savoir ce qu'on va lire à quel moment il faut passer du temps, pas du temps. Sur un truc ou YouTube, la vitesse d'acquisition de l'information, elle n'est liée qu'à une seule personne, c'est celle qui fait la vidéo. Et celle qui fait la vidéo, si elle connaît mal son public, si elle n'est pas un grand pédagogue, en fait, c'est beaucoup plus dur. Et c'est comme un cours avec un prof. Si le prof, il fait pas attention à modifier son rythme, à s'adapter à ses élèves, en fait, les élèves, ils apprennent mal. Et l'avantage du livre, c'est que c'est l'élève qui s'adapte lui-même. Donc, si on a la maturité pour le faire, le livre est très efficace. Par contre, si on ne sait pas bien lire, enfin bien lire au sens, pas lire les mots, hein, mais bien lire au sens architecturer sa pensée en même temps qu'on lit, ça n'a aucun intérêt d'avoir des livres. J'aimerais pouvoir citer l'étude, je me rappelle juste du résultat. C'était 25 minutes d'attention, c'est des freshmen d'une université, je sais plus, de Californie, je crois Berkeley, enfin un truc comme ça, mais c'était une étude sur laquelle j'étais tombé. Ils étaient tombés sur 25 minutes d'attention Mm. pour une personne. Et en plus, YouTube, les gens l'écoutent en vitesse 1,5. Mm. Je comprends, mais c'est clair que ça, c'est une question fondamentale que je me suis toujours posée parce que je peux pas me mettre à... Et clairement, oui, j'apprends des trucs en regardant des vidéos, mais c'est vraiment les bouquins qui sont Moi, les révélateurs, quoi. les vidéos que je regarde beaucoup, ça va faire sourire, mais c'est vraiment des vidéos, par exemple, de bricolage, puisque voir le geste que fait une personne, Mhm. ça, aucun livre ne te permet de l'avoir. Mais, mais c'est vraiment les seuls trucs, moi, sur lesquels j'apprends. Je vois beaucoup de vidéos, par exemple, de trucs des profs de maths qui présentent des preuves, etc., au tableau. Moi, je trouve que c'est pas du tout efficace pour comprendre. Après, peut-être, je suis un vieux, hein, aussi. Ouais, Non, mais en tout cas, on vit une époque formidable où tout à bientôt fait. ça marche pour les singes, la Neuralink. Hein, ils Mm. jouent aux jeux vidéo par télépathie. Donc la puce dans le cerveau, si vous la voulez, vous pourrez l'avoir. Matrix, I know Kung Fu. Donc, si on en vient là, je ne juge pas. Les générations futures pourront se faire injecter le savoir, mais après, c'est toujours pareil. Qu'est-ce que tu en fais? On m'a posé la question le jour, pourquoi t'écris pas un livre? Tu as eu une vie tellement fantastique. Je dis, mais ça serait du non-sens. D'accord? Parce que j'ai nordé. Me suis intéressé à tellement de trucs variés, mais à creuser le machin jusque que ça n'a aucune espèce d'importance et que ça intéresse personne, les trucs qui m'ont intéressé. Oui, il n'y a pas. Enfin, je pourrais écrire un roman, pourquoi pas, mais si je voulais une biographie et expliquer tout ce à quoi je. Non, il n'y a aucun intérêt. Moi, je trouve que les biographies, elles sont mieux quand elles sont écrites par des tiers parce que ça filtre Oui. ce qui est vraiment important pour les gens. Parce que des fois, on pense que quelque chose est important pour tout le monde, alors qu'en Mm. vérité, on n'a pas une vision très honnête de soi-même, en fait, c'est normal. Tiens, Donc, biographie. Je conseille de lire les biographies. oui. C'est très très intéressant, des personnages historiques, etc. Et souvent, ça remet Et en de perspective. multiples biographies sur la même personne. Moi, le truc que je trouve toujours amusant, c'est parce que comme j'ai été dans le milieu académique, les gens me disent: Ah, t'as dû rencontrer des mecs, c'est des vrais génies, etc. Et ben, c'est l'inverse. En ayant été dans le milieu académique, je peux dire qu'il n'existe pas de génie. Mm. Enfin, il y a des gens impressionnants, oui, mais en fait, j'ai surtout vu des gens qui travaillaient et qui n'étaient pas bêtes. Et, et les découvertes, c'est surtout la chance. Je ne sais pas si ça peut s'appliquer au milieu académique. Je vais surtout analyser pour le sport, où les dieux du sport, ils ont un move. Michael Jordan, fadeaway. Lionel Messi, son tic-tac à droite. Mm. Conor McGregor, uppercut du gauche. C'est-à-dire qu'ils font tout super bien, comme les autres. Mais ils ont un truc, un Mm. truc. Pelé, peut-être en avait deux, d'accord? Parce que c'est Pelé. Mais sinon, c'est un, pas deux, un. Un move où ils sont vraiment super-héros. Et que tout le monde les connaît, ces moves, ce move, mais qu'ils sont imbattables là-dessus et qu'ils vont te mettre sur les genoux, quoi qu'il arrive. Et tout l'enjeu, c'est de se mettre dans la position de le faire. Et que c'est pour atteindre la perfection Ouais, sur un mouvement, ouais, c'est un travail de toute une carrière, de toute ouais. façon. Oui, une décennie de travail. Les gars, ils ont travaillé pendant 10 ans sur un truc pour atteindre la perfection.
Et c'est ça qui fait que ça devient, ouais, les 25 plus beaux moves de Michael Jordan. Non, non, fadeaway, d'accord, c'est son truc. Mais c'est vrai dans le milieu académique aussi, tu vois, les Aussi, ouais. chercheurs, des gens qui ont eu un prix Nobel, par exemple. Il y en Mm. a plein qui ont eu un prix Nobel, puis après, ils parlent d'autres sujets, tout le monde les écoute religieusement, mais en fait, ils sont complètement cons sur les autres sujets. Parce qu'en vérité, voilà, on sait faire un truc, on a été façonné pendant toute sa carrière à le faire, mais le reste, après, on est comme les autres, hein. Tiens, une question qui m'a toujours fasciné, je t'ai jamais posé, mais tu vois ce que c'est la conférence de Solveig? Hmm. Et la fameuse où tu avais sur les 27, 25 Donc, participants, je sais plus 19 prix combien de prix Nobel, Nobel. ouais. Enfin, je sais plus quelle édition, mais un truc hallucinant. C'est quoi ce bug-là? Et surtout, il y avait Marie Curie, quand même, 2 prix Et Nobel. Einstein, et enfin, il y en avait, ouais, il y avait, je veux dire, la vaste majorité de ceux qui assistaient à, ceux qui veulent chercher, hein, c'est Solvay, Solveig. Hmm. Et le C'était fait tout le gratin de la que, physique de l'époque. ouais, ouais, ils se sont tous, ils n'étaient pas prix Nobel hein, quand ils se sont Non, retrouvés non, là. non, 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 pas tous. Certains déjà, mais pas tous. Ouais, ouais. Et en plus, oui, Marie Curie, enfin des tops, quoi. Bah, il y a Parmi Niels les plus Bohr, grands prix ouais, Nobel, ouais. parce que les prix Nobel, il y en a tous les ans. Ouais, non, non, c'est les très très grands noms de la Ouais. physique. Après, c'était, enfin, remarque, toutes les périodes sont particulières, mais tu vois, là, on rentre dans une période, c'est historique les 3 années qu'on a eues là. Moi, je suis curieux de savoir ce que le monde va devenir dans les prochaines années. Là, je parle pas du SEO du web, tu vois, on est dans des périodes qui sont, par rapport à ce qu'il y avait avant, qui sont mouvementées et où tout peut arriver, j'ai l'impression. Alors, non seulement ça, mais en plus, moi, je travaille avec. Ce qui est très intéressant, c'est que je travaille avec des continents qui voient leur monde meilleur dans 10 ans. Mm. Et c'est complètement différent de ce que Oui, autour oui, de bah oui. moi où ça y est, C'est pas la même ambiance. Ouais. c'est la fin. On va même pas survivre cet hiver. On est là. On va pas survivre cet hiver. On va pas pouvoir se chauffer. On aura froid cet hiver. Mais je te jure, hein, c'est waouh. Et c'est pas loin, hein, sud de la Méditerranée ou du côté du Pacifique, machin. Non, ils voient vraiment leur monde meilleur dans 10 ans. Et en fait, c'est même tellement rafraîchissant que je suis prêt à faire presque all-in, à travailler en mode consultant, quoi, qu'avec ces gens qui voient leur monde meilleur plus tard Ah bah, là, plutôt que le côté sombre. ouais. Par exemple, en France, il y a quand même un certain pessimisme en ce moment. Ça vient de le dire, hein. Partout, partout. Là, je Ouais. discutais avec un SEO hollandais qui n'est pas du tout pauvre, mais qui me dit oui, 44% de notre population ne va pas pouvoir payer le chauffage, et moi, ça va être limite. Et je suis pas du tout pauvre. Donc, ouais, ouais, tu sais qu'ils se sont fait niquer avec les windmills, comment dire en français. Les éoliennes. Ça leur a amené le climat de Londres. Les éoliennes d'un côté. Il y a un truc qui est sorti là, c'est lui qui m'a passé. Il m'a dit regarde, ils ont fait une analyse du climat. Ils ont dit bienvenue à Londres, les gars, les Hollandais. Les éoliennes vous ont amené le type de climat des Anglais. Ouais, écoute. Ouais, j'ai un poêle à bois, moi je suis tranquille. C'est bon. le, bon, bref, ne partons pas Oui. dans le climat parce que là, il y a encore un truc. Bref, si, tiens, quand même juste un mot sur parce que les algorithmes sont concernés et justement sur ces continents qui voient leur monde meilleur. L'agriculture, voilà un truc où l'intelligence artificielle et la technologie peuvent vraiment Alors, faire des miracles, quoi. tu sais que c'est amusant parce que j'ai une anecdote là-dessus. Alors, déjà, l'agriculture, c'est le premier consommateur d'IA, Hmm. je crois, au monde ou Ah presque. ben ça ne m'étonne pas, tu vois, je savais pas. Bah, parce qu'en fait, pour tout, mais même pour trier des tomates sur un Ouais. tapis roulant, comment tu fais? Bah, tu utilises un algo de vision et tout, donc historiquement. Mais ce qui est amusant, c'est ce livre de Marvin Minsky qui s'appelle je sais pas quoi de Turing, le syndrome de Turing ou un truc comme ça. Donc l'histoire, grosso modo, c'est un chercheur en intelligence artificielle qui est super. Le mec, c'est le cador. Tout le monde convoite parce que tout le monde a l'impression qu'il arrive à créer une vraie intelligence artificielle universelle et donc tout le monde le convoite et ils essayent de l'enlever, ils lui tirent une balle dans la tête, malencontreusement une balle perdue et tout. Et donc les travaux qu'il a faits sont volés par l'équipe qui l'a flingué et lui il va avoir greffé un espèce de truc, il va devenir un cyborg et in fine il va inventer une intelligence artificielle universelle, mais ce qu'il a fait c'est une impasse, ce qui a été volé. Mais ce qui est amusant c'est qu'il y a toute une enquête, c'est pour trouver qui l'a volé et qu'est-ce qu'ils en ont fait. Et qu'est-ce qu'ils en ont fait? Un outil
un robot mécanique pour enlever les insectes sur les plantations de trucs, parce que c'est la plus grosse problématique au monde, c'est de réussir à faire pousser des trucs sans que les insectes les bouffent. Et c'est ça qui peut changer tout le destin de l'humanité. Et donc les mecs ne s'en servent que pour ça. Comme quoi, ils avaient raison, parce qu'il sort Minsky, c'est de la belle époque du Bien LSD, sûr. Oui, oui, tout à fait. Ouais. MIT, tout ça, où Le ils livre étaient en lui-même superchargés. est un peu besogneux, etc. Mais moi, j'ai toujours trouvé cette idée assez amusante de dire que bah voilà, si tu avais un truc qui était quasiment une intelligence artificielle parfaite, qu'est-ce que tu en ferais? Bah, en fait, tu ferais en sorte de pouvoir produire plus facilement en termes agricoles. Parce que ça changerait tout. Tu vois, c'est marrant, hein, ça. Et c'est vrai. Alors, bon, il y a une stat malheureuse qui est que une des causes majeures de la pauvreté est la corruption, mais si on sort ça de Mm. l'équation, parce que des algorithmes, justement, Ouais. et bon, ça n'empêchera pas les pots de vin, en tout cas, oui, il y aura moins ce phénomène de, tiens, voilà, une palette et il n'y a plus rien qui est de la palette qui va à la destination finale. Euh, mais en tout cas, je crois que si on veut parler du bien, oui, du bien pour la planète, pas les éoliennes, les algorithmes. Google a économisé plus d'argent en améliorant les algorithmes qu'en mettant des panneaux solaires et des. C'est amusant, hein. D'ailleurs, Google, ils ont un data center complet ou deux hein, qui sont C'est deux, entièrement deux, solaires. Là. ouais, deux. Ouais. Un en Deux. Hollande d'ailleurs, Ouais. mais un en Hollande et l'autre en Mais, Corée ou je sais pas quoi, mais il y en a mais, que deux. Mais ils disent pas s'il y a les générateurs au fuel qui tournent 24/24 quand même à côté. je sais pas. Après, tu vois, nous, dans les nouvelles versions de la Masterclass, on parle beaucoup du transition rank. C'est Ross Kuenigstein de chez Google. Et en fait, Ross Kuenigstein, après ça, chez Google, il n'a fait qu'un truc, c'est animer le think tank sur l'énergie nucléaire, etc. Tu en parlais l'an dernier du Transition Rank d'ailleurs, si je me souviens bien. Oui, tout à fait. Donc Ouais. rappelle-nous quand même l'importance du Transition Rank. Bah, c'est l'algo qui, quand on fait une très grosse manip au niveau de son site, grosse modification de Mm. contenu, gros apport de liens, etc., va temporiser l'acquisition d'une nouvelle SERP, donc d'une meilleure position, ou même va nous faire reculer dans la SERP en attendant enfin, pour créer Ouais. une période de temps où si on fait un rollback, etc., de la modif, on sera flagué comme étant un spammer et donc on sera probablement pénalisé en partie, quoi. Donc c'est une période donc de transition, de rang de transition qui va durer jusqu'à 90 jours selon le brevet de Google. Mais qu'on observe assez souvent, notamment sur les modifications de contenu très très lourdes. C'est là où je pense, c'est là où on le voit le plus. Parce que c'est vrai que c'est amusant en formation, je pose toujours la question au SEO. D'après vous, il faut combien de temps à Google pour calculer votre nouveau classement une fois qu'il a fait tous les signaux? En réalité, c'est instantané. Pourquoi ça met 3 semaines ou une semaine à avoir un nouveau classement? C'est parce que Google choisit de temporiser le classement. Et donc, cet algo, c'est l'algo Transition Rank. Et donc, c'est Ross Kuenigstein, qui est aussi Ross Kuenigstein, un des inventeurs du système AdWords, hein. Ouais, c'est pareil alors. Oui, oui, Ouais. c'est Ça, un c'est mal. Google Fellow, comme on en fait peu. Ouais. C'est d'où ma préco de dire ouais, c'est une bonne nouvelle si vous baissez dans la SERP avant. Mais pas trop non Pas trop plus. non plus. C'est pas se faire dégager non plus, d'accord. Ouais, Mais oui, tu as fait des modifs, t'inquiète pas, t'inquiète pas. Alors, je ouais. dois toujours rassurer les clients. Oui, oui, c'est bien. Rendez-vous dans quelques semaines, vous allez voir. Et après, moi, ce que j'ai observé, c'est pour tailler à la hache les deux niveaux de calcul, c'est 4-5 mois et après 9-12 mois. Quoi, pour vraiment les. Bien sûr qu'il y a des résultats bien avant 4-5 mois et heureusement avant 9-12 Heureusement, mois, mais les ouais. calculs, pour moi, mettent quand même quasiment un an quoi, pour vraiment avoir son truc stabilisé. Et puis Après, il y a des trucs, tu vois, tout ce qui va être algo anti-spam, ça passe beaucoup plus tard. Je pense les vrais très gros algos anti-spam. Et ne serait-ce que parce qu'ils sont coûteux et qu'ils sont utiles que si arrives à avoir des belles positions, ça passe probablement plus vite. Mais si t'es pas, en fait, c'est toujours pareil, on en revient à la même truc. Je pense qu'on en a parlé quand, à l'époque du pingouin, ça, mais si t'es pas bon dans ce que tu fais, Google vient jamais t'emmerder, en fait. ben ouais, il n'y a pas de problème Ouais, hein, en ouais, troisième, en c'est ça, hein. troisième page Ouais. ou Donc sur être la longue traîne. pénalisé, souvent, c'est quand même plutôt bon signe, Mm. d'une certaine manière. Ouais, ouais. C'est qu'on est plutôt sur des trucs qui fonctionnent. Ça, d'ailleurs, c'est Guillaume qui le dit aussi en formation. Il dit, si on ne fait rien, on n'est pas pénalisé. Et en fait, dès qu'on fait, si on est pénalisé, c'est qu'on a fait un truc qui fonctionnait. Parce que Google ne pénalise pas des choses qui ne fonctionnent pas. Complètement. Hein. Puis le phénomène, comme la gangrène, quoi, ça rentre par un mot-clé hyper filtré et puis ça peut Mm. se répandre si tu n'as pas de bol sur tout le site ou en tout cas sur une zone du site. Ouais. Le truc de Google
Si on devait comme ça, parce que tu connais la tradition chez Google, si tu n'es pas assez bon pour bosser chez Google Ads, tu vas bosser au search. Oui, je sais pas si c'est encore vrai, parce qu'il y en a on va vexer des gens, mais écoute, Mais dans tous les cas, est-ce qu'on a une... Parce que quand on dit il y a tous les moyens chez Google Ads, je crois qu'on ne se rend pas compte de, enfin, ouais, de la alors, dimension déjà, de non, ça. C'est que c'est vraiment très, très important, quoi. même en oubliant Google Ads, déjà, je pense que peu de gens se rendent compte des moyens qu'il y a à bosser chez un GAFA et Google en particulier, Ouais, de toute façon. ouais. Et après, bah, quand tu bosses sur Google Ads, tu bosses à l'endroit qui rapporte l'argent pour tout le monde. Donc, bien sûr qu'il y a des moyens. C'est-à-dire, les mecs, ils sont pas. Les SEO prennent souvent les gens de Google pour des jambons. Il n'y a que des gens intelligents chez Google, quasiment. Bon, ils sont peu occupés. Souvent, ils n'ont pas trop de taf parce qu'ils sont trop. Mais par contre, ils sont super intelligents. Et bien sûr, au truc qui rapporte le plus, là où c'est le plus crucial, ils mettent les plus balèzes. Au niveau de l'alphabet, c'est quand même un problème, hein. C'est pour ça que le cloud, c'est pour ça que Workspace, c'est pour ça qu'ils essaient Ouais, de se désintoxiquer de Google Ads parce que ben, c'est plus trop la voilà. fête du cookie, etc., etc. Mais il n'empêche que quand on je sais pas toi, mais moi, la première fois que j'ai vu AdSense, quoi, enfin, Mm. sur mon site, je dis waouh, Ah bah, waouh. c'est amusant parce que, tu vois, littéralement, donc, les inventeurs des ads sur le web, c'est Overture, mais enfin, c'est Goto à l'époque, goto.com, mais Google les a battus pour la mise en prod en je sais pas, 2002, un truc comme ça, quand ils ont mis les enchères avec le Quality Score. Et en fait, c'était une révolution. Une révolution. En fait, on l'oublie un peu vite, mais c'est ça qui a façonné le modèle économique du web. C'est-à-dire, le web dans lequel on vit, c'est à cause de ça, hein. Alors, Grâce à ça, je ne sais pas comment on le dit, mais j'ai une première version qui est avant, bien avant. En fait, le modèle économique de la pub sur le web a été niqué par un mec, le fameux CPM, le coût par mille. AOL.com. Il y a un gars qui a dit on fait vachement de trafic, comment on pourrait monétiser tout ça? Ah ben tiens, on va mettre une bannière et on va faire payer au mais- CPM. et en fait, ce qui est le modèle du mass média Oui, télé, quoi. oui ils se sont inspirés de. Oui. Mais c'est pas les prix c'est pas les prix de la Ouais. télé, quoi. Ah C'est bah ça non. ce que je veux dire. Dans le sens où ils ont niqué, voilà, AOL. Mais tu Voilà vois, la source. à la dernière masterclass, Guillaume a dit à un moment donné, donc il nous présente, puis il parle de nos activités d'éditeur, et il dit, bah, à l'époque, le CPM, c'était 10 balles. Hmm. Et les gens dans la salle qui étaient plus jeunes, les têtes, tu les aurais vues. Parce qu'en fait, c'est fini ça. J'avais 30% de CTR sur mes AdSense sans tricher. Ah ouais, non, 30%. mais... Et donc, c'est vrai que ça n'a plus rien à voir. Puis je me souviens, enfin bon, je ne vais pas balancer les noms des gens, mais le fameux livre des années 70 sur le placement des pubs, voilà, je ne vais pas dire l'a montré à tout le monde, parce que sinon tout le monde va aller le saouler, mais bon, c'est des trucs. Ouais, non, bref. Bon, de toute façon, on va conclure. Mais ce qui est de fabuleux, et comme tu viens de le dire, ouais, ils se sont inspirés de. Mm, N'oubliez jamais quand même que ce n'est qu'un média, d'accord? mm. Que ce n'est qu'un canal de visibilité. Et le SEO gagnera toujours parce que quand tu as l'intention de recherche plutôt que de te déranger sur les réseaux, ça marche. Oui, tu peux vendre sur les réseaux sociaux. Oui, tu peux vendre par emailing. Mais l'intention, le fait que les gens cherchent, ils ont quand même les chakras beaucoup plus ouverts à ta proposition de valeur. Mm. Et le phénomène de réciprocité, tout ça. Bon, bref, si tu creuses, tu comprends qu'on on a quand même la part belle et que je dirais même dans tout l'écosystème du marketing digital, le SEO a toujours fait un peu peur jusqu'à... Il n'y a pas de cellule SEO à la French Tech, il n'y a pas, la station F, SEO ne connaît pas. Et c'est très bien comme ça d'ailleurs, parce que mais aussi, comme tu l'as dit, hors de la France, ils travaillent autrement. Et quand tu vois les structures, quand tu vois les budgets, quand tu vois les machines que c'est, bah ouais, c'est un peu dommage. Mais Mm. bon, on va pas. Chacun trouve satisfaction là où il est. Mais oui, il C'est y a ça. moyen de faire x10, Ah oui. x10 très Mm. facilement. Ok, Ouais, c'est clair. Ouais. ils le font de l'autre côté du lac en faisant exactement la même chose. Et c'est x10, un zéro de plus pour le même boulot.
tu parlais des prix des outils et tout ça. Enfin, Ah oui, bah, je vois bien. ils ne discutent pas, hein, zéro de plus. Ouais, Ok, pas de problème. ouais. Et donc, cher ami SO français, je te dis pas. T'as le premier abruti, hein, moi, bilingue. Bilingue. Et j'ai attendu 20 ans pour. Bon, j'ai fait SO Conspiracy, ça c'était un projet de confinement. Mais je repars là, oui. C'était même. C'est une gloire d'avoir été le dernier banni de All Twitter. Tu sais que j'ai été banni le jour où Musk est rentré. Ah, écoute, t'es le seul. Non, parce qu'on est deux à avoir posté. On a fait un tweet de 42 mots qu'on déconseille d'utiliser en public. D'accord. Donc, c'est des mots très insultants, mais c'était une liste de mots qu'on vous déconseillait d'utiliser. Et les deux, on a été bannis en 48 heures. Euh, donc, j'ai pas du tout. J'avais 25 000 raisons d'être banni, ils m'ont jamais banni. Et là, c'était pas. Mais oui, oui, le fait d'avoir été, en tout cas dans le batch des derniers bannis, puisque ça s'est passé le long même, j'en suis très fier. Et c'est quelque part. Moi, j'en étais à dire il va falloir que je nettoie 10 ans de Twitter parce qu'on m'en renvoie à la gueule des vieux trucs. Et que c'est. Comment dire on ne peut pas effacer le passé. Internet se rappelle de tout pour toujours. Il y a toujours quelqu'un qui regarde. Et c'est pour ça il faut être fier de ses vulnérabilités, les mettre en avant. Ça, c'est mon conseil de branding. Ouais, comme je disais tout à l'heure, devenir un criminel et à longue durée devient de plus en plus difficile avec Internet. Donc, pour les SO qui ont tendance à aller, parce qu'il y a la légalité et il y a les galas du Google. Si vous êtes jeune, faites ce que vous voulez, mais bon, c'est très facile de passer de l'autre côté. Donc, faites attention quand même. Il y a, il y a, il y a... J'ai trop vu là, je suis obligé d'en parler parce que j'en ai trop vu là qui se font disparaître. Disparaître pour des trucs qui remontent à avant. Donc, prenez conscience de ce que vous faites aujourd'hui et si vous produisez de la merde, alors ne prétendez pas autre chose. Voilà ce que je dis. Tous ceux qui ont prétendu autre chose, ça n'a jamais marché. Soyez fiers de ce que vous faites, c'est déjà pas mal. Et en tout cas, oui, parce que ben voilà, c'est ça, on est sur Internet, ça ne connaît pas la crise et on devrait être humble et avoir beaucoup de gratitude par rapport aux possibilités qu'on a et arrêter de gémir et de se plaindre parce que non, honnêtement, il n'y en a pas vraiment le. Oui, on est plutôt dans un bon secteur, hein, ça, on va pas se Ouais, plaindre. ouais, ouais. Tout est faisable, tout est possible. Quand je connais tout ton parcours, que je vois aujourd'hui, je dis, bon, on peut que regarder en arrière, mais bravo, monsieur Perronnet, quoi. Bah, merci Laurent, Voilà. bravo à toi, hein. Et toute la tribu qui va derrière, de toute Bien façon. sûr, ah bah ça c'est oui, ça on pourra en parler pendant des heures, mais Ouais, ouais. c'est moi qui ai tiré la courte paille de celui qu'on met en avant. Voilà. Écoute, tu, tu, euh, tu fais bien Pourquoi le pas. taf de toute façon, et puis c'est ça, quand je parlais d'éthique, etc., c'est toujours ça. Après 20 ans, tu peux te regarder dans le miroir sans problème, et même avec les pires caca que tu as fait sur le web, c'est bon. Ça passe encore. Ouais. Il y a vraiment prescription à ce niveau-là. Bon, monsieur Sylvain, À bientôt, à l'année l'année prochaine. prochaine. Ouais. Salut Allez, Laurent. et à vous, je ne sais pas si je reviendrai en français avant la fin de l'année, mais à bientôt. Allez, merci. On est le combien? Oh, il faut publier ça peut-être aujourd'hui même, je crois, hein. C'est Ah peut-être. peut-être, oui. Ouais. Et ben bon Noël alors. Allez, au boulot. Ciao, Ouais, ciao. salut. Merci.